suis en retraite, donc j'ai rien à faire. Donc je vais au casino. Et puis quand j'étais à sec, mon compagnon gentiment me dépannait. C'est allé en empirant. J'ai joué au-delà de mes possibilités. On dort mal, on mange mal, on se retrouve endetté, on se retrouve isolé. Plus je me regardais, plus je me dégoûtais en fait. Mais il me fallait combler ce vide au fond de moi, ce mal-être. Et je rejouais. J'ai entendu parler des addictologues et je me suis dit, il faut que j'en trouve un dans mon secteur. Ça a été comme, je vous dis, mourir pour renaître. En cherchant à comprendre, à décortiquer, déjà, ça m'a permis de mettre une petite distance. Et puis je me suis dit, aidez-moi, je vais aider les autres, quoi. Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Près de 600 000 Français seraient concernés par l'addiction aux jeux d'argent. Aujourd'hui, je reçois 3 personnes qui ont connu cette spirale infernale. Ils ont gagné parfois, perdu souvent, et surtout ils ont connu une longue descente aux enfers. Comme vous, j'en suis sûr, je me pose beaucoup de questions. Comment savoir que l'on est dépendant au jeu? Pourquoi n'arrive-t-on pas à arrêter de jouer alors que l'on sait qu'on se met en danger? Comment réussir à prendre conscience du mécanisme qui emprisonne et surtout, comment s'en sortir? Nous allons essayer d'en savoir plus avec 3 témoignages et un spécialiste, des rencontres que j'avais très envie de partager avec vous. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Frédéric. Merci. Venez vous mettre à l'abri, il y a un porte-manteau juste derrière la porte. Bien sûr. Frédéric, bonjour. Guylaine. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Bonjour Bonjour Frédéric. Pierre. Merci d'être là. Je vous laisse poser vos affaires. Venez vous mettre à l'abri. Je suis ravi que vous parliez d'un sujet qui concerne beaucoup de gens. Là, vous avez choisi de parler à visage découvert de quelque chose dont on peut avoir honte. Ça, c'est Tout à fait. Venez avec moi, on va dans le salon. Merci. Soyez les bienvenus, je vous laisse vous installer. Mireille, Oui. Guylaine, Pierre, allez-y. N'hésitez pas à vous servir des jus de fruits, du thé, du café. Servez-vous ce que vous voulez. Hein. Alors, merci d'être là, d'accepter de parler à visage découvert de l'addiction au jeu, parce que il paraît que ça touche 600 000 personnes dans notre pays, mais beaucoup de personnes en ont honte, et vous nous direz si vous avez connu la honte pendant cette période-là, si vous avez gardé le secret. Une addiction qui peut coûter très cher, mais pas seulement financièrement, psychologiquement, quelque chose qui peut isoler, qui a des conséquences dans la vie de tous les jours. Puis la question, c'est qu'est-ce qui fait le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'en sortir? Et qu'est-ce qui fait et comment on arrive à s'en sortir? Dans votre cas, par exemple, Guylaine, le moment le pire, on va dire, de cette période d'addiction, c'est quoi pour vous? C'est quand mon compagnon m'a mis un veto, me dit c'est ou le jeu ou moi. Donc il vous propose un ultimatum. C'était tout vu. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes endetté. Je suis endettée vis-à-vis de lui. Je prends des crédits pour payer l'aménagement de mon appartement. Et ma retraite sert à aller au casino. Donc là, j'avais un choix où je reste avec lui parce que j'en suis amoureuse, ou je continue. Mais il y a un bémol, c'est que je continue à jouer quand même. Et je le lui ai dit, il l'accepte dans la mesure où j'ai diminué le rythme et la quantité d'euros que je laisse dans l'escarcelle du casinotier. Alors on va en parler parce que vous n'êtes pas dans la même situation que nos invités, qui eux parlent d'une addiction au passé. Ouais. Vous vous dites, moi c'est fragile, une étincelle et ça peut remettre le feu aux poudres. Ça peut reflamber, oui. Donc vous pourrez échanger sur ce sujet. Vous Pierre, l'image qui résume finalement le moment le plus fort de cette période, c'est quoi? Pour revenir au déclic qui pousse à s'en sortir, à un moment, j'ai songé à déclarer une moto volée, faire une escroquerie d'assurance, en clair, pour récupérer du cash. Et là, le seul fait d'y penser, ça m'a traumatisé, en fait. De voir ce que ça vous amenait à faire? C'est-à-dire, je me suis dit, si je continue comme ça se finira en prison. Mais entre la décision, la prise de conscience et le résultat, il peut se passer un très long moment. Parce qu'aujourd'hui, vous aidez les autres, on va le voir, mais à un moment donné, vous étiez endetté à quel point? Au total de mon expérience de 25 ans de jeu,
J'estime que ça se situe quand même à peu près à 150 000 euros. Mais bon, j'ai beaucoup gagné en plus. Donc j'ai beaucoup reperdu. Mhm. Après, je veux dire, les finances, c'est un point de vue. Ce qui m'a paru très important pour moi comme conséquence négative, c'est quand même la désocialisation. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a que le jeu qui compte. C'est-à-dire qu'il y a la période du jeu, mais quand on joue pas, il y a l'avant-jeu. C'est-à-dire comment je vais trouver du cash pour jouer, comment je vais cacher mon jeu. L'après-jeu, où on débriefe, où on dépense si on a gagné, c'est la course à l'argent. Il n'y a plus rien d'autre, il n'y a plus de place pour le reste. Ça devient obsessionnel. Donc effectivement, là, on comprend que la dépendance est là. C'est-à-dire qu'à un moment, je m'isolais, quoi. Je vivais par et pour le jeu. C'est-à-dire que même les nuits, vous y pensez. Donc, à un moment, c'est vraiment problématique, puisque on passe à côté de la vie réelle, tout simplement. Mireille, ça vous parle, ça? Oui, tout à fait. Mais bon, pour moi, mon cas, je m'en suis sortie. Le déclic, ça a été vraiment la libération qu'on a quand vraiment c'est terminé. C'est un peu mourir pour renaître, en fin de compte. Et ce qui m'a aidé beaucoup, le dernier déclic, c'est le sport, le tai chi. Mais parce que c'est arrivé jusqu'à quel point pour vous? Oh, ça a été obsessionnel, ça a été compulsif surtout. Ça a été mentir, ne rien dire aux autres. Je travaillais, la famille, tout partait. J'avais aussi des idées un peu, je me disais, tiens, pourquoi ne pas faire un trafic de drogue pour avoir de l'argent? Vous avez pensé Je voulais ça? tout. Ah oui, oui. Ah Quand oui, on j'allais vous regarde, arriver à vous des faites pas trafiquant de extrêmes. drogue. Hein. Ah non, C'est pas le cliché qu'on a je dans la ne tête. serais pas arrivée là. Mais vous êtes allé jusque-là. Vous savez Ah qu'il y a oui. des séries américaines là-dessus. Oui, oui. Non, mais je travaillais, je faisais des à côté, je faisais tout, les cartes, la voyance pour avoir plus d'argent. Vraiment, j'étais tombée dans un gouffre, en fin de compte. Et ça a été très loin parce que vous aviez la sensation qu'il y avait un désordre dans votre vie et même des désordres alimentaires. C'est-à-dire que vous dites, un jour je me suis vu dans la glace, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une addiction, on amène une autre, bien souvent. Oui, un refus de soi-même. Je suis passée par 3 phases. La première phase, la domination. Déjà, d'une part, de tout, de vouloir dominer et puis diriger le monde un peu, quelque part, par un gain éventuel. Parce que j'étais frustrée, j'étais humiliée, tout remontait, quoi. La deuxième phase, c'était du dégoût. Donc, dégoût vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Et la troisième phase, c'était quand même la compassion, je pourrais dire. La compassion vis-à-vis de moi, ce qui m'a permis. Alors, Laurent, vous êtes psychiatre et addictologue. Et donc, on a la sensation que c'est quelque chose de presque banal au départ, parce que finalement, il y a tellement de gens qui jouent au jeu, au grattage, etc. À quel moment on peut se dire qu'on est addict? Déjà, tous les comportements addictifs, ça part de comportements de plaisir de base. C'est-à-dire que au départ, on se fait plaisir avec quelque chose et on va répéter ce qui nous a fait plaisir. Et si on est un peu vulnérable, eh ben on bascule dans un truc addictif. Et on devient addict quand on perd la liberté de s'abstenir, en fait. C'est surtout ça. Et là, les témoignages sont magnifiques parce que c'est exactement ça, quoi. On va parler de tout ça, effectivement, et puis surtout comment on peut s'en sortir. Alors, pour qu'on fasse connaissance, Guylaine, vous vous rappelez de comment le jeu entre dans votre vie? Est-ce que c'est un moment particulier de fragilité émotionnelle? Oui, alors, moi j'étais mariée et le mariage allait déliquescent jusqu'au jour où j'ai dit à mon époux, on ne vieillira pas ensemble. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire des jeux de grattage, les lotos. Vous vous rappelez du lien entre ça. les deux? C'est quoi, c'est une fuite? Je pense que c'est d'une part une fuite, mais c'était aussi le rêve que je gratte le bon numéro, le bon ticket qui me rapporte, parce que j'ai toujours été tributaire de sa générosité, entre guillemets, donc je voulais pouvoir lui dire zut, je pars. Et puis là-dessus, c'est allé en empirant, et... Donc à ce moment-là, ça ressemble presque à quelque chose de rationnel. C'est-à-dire, quand vous commencez à gratter, c'est ça, c'est des jeux à gratter, vous avez la sensation que... Et le moteur, c'est trouver une somme d'argent. Voilà. Et mal m'en a pris, j'ai gratté et j'ai gagné 10 000 francs. Quand vous dites ça, ça veut dire que c'est ça, c'est le début du... C'est le On classique. rentre. C'est un shoot dans le cerveau, hein. C'est-à-dire, c'est un shoot émotionnel, c'est... Ouais, c'est émotionnel et cérébral, en fait. Il y a un truc, c'est comme un tsunami de plaisir, quoi. J'ai gagné un gros truc, je pense que je vais pouvoir regagner d'autres trucs. Et après, Il n'y a pas de raison. il n'y a pas de raison. Mais parce qu'on pourrait dire, attendez, il pourrait y avoir ce plaisir émotionnel, physiologique, j'ai gagné, bon, mais on pourrait se dire, bon, je vais être prudent, c'est la chance, on n'a pas tout le temps de la chance, et je m'arrête là. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez gagner une autre fois? C'est comme le gagnant, le gars qui va jouer au loto, il va faire ses 6 numéros, et puis on apprend dans les journaux que des années plus tard, la même grille sort mathématiquement. Les probabilités sont telles que c'était pas possible que les 6 numéros ressortent. Ben, pourquoi moi, je n'aurais pas... D'accord, donc c'est qu'on y croit. On se dit pas, j'ai pas de chance. Non. On se dit, tiens, ça me donne de la... Pourquoi pas? D'accord. Mais ce que je comprends, c'est
que quelqu'un commence en disant j'espère gagner parce que j'en ai besoin. Mais là, vous gagnez, Oui. et franchement, on pourrait se dire, bah là, il y a l'hypothèse où la personne peut dire, bah, j'ai gagné, bah, je m'arrête. Oui, J'ai mais gagné, alors, j'ai ce qu'il non, faut. mais J'ai ce que j'attendais. la mauvaise foi s'enclenche en disant, de toute façon, cet argent-là n'était pas prévu dans mon budget, donc je peux le rejouer. Je vais peut-être gagner. Je peux peut-être gagner encore plus. Et puis c'est trop bon. C'est très jouissif. Vous avez un sentiment de toute puissance. Du coup, quand il y a un gros gain, du coup, vous êtes généreux. Vous pouvez claquer de l'argent. L'argent du jeu que vous gagnez, vous pouvez le claquer. Avec l'argent du travail, vous ne claquez pas cet argent de la même manière qu'avec des gains au jeu. Donc on devient généreux, on accède à un nouveau pouvoir quand même. Moi, quand je gagnais beaucoup, j'étais devenu assidu des ventes aux enchères. Ben, j'allais dire que c'était... Une autre forme d'adrénaline. Ouais, mais j'avais besoin de le claquer, j'avais besoin de flamber. Il y a un sentiment de toute puissance. On se dit, une fois qu'on a gagné quelque chose de gros, plus rien de grave ne pourra m'arriver finalement. J'ai gagné. Donc c'est tellement bon qu'on veut absolument revivre cette sensation. Et le joueur arrive à se convaincre que non seulement c'est possible qu'on peut retrouver des gains équivalents, mais même plus conséquents. Et plus haut, plus fort. encore une fois, Ce on peut pas en faire une je comprends, généralité. Laurent, c'est... Non, bien sûr, ce que je veux comprendre, c'est... Parce que là, c'est très intéressant, parce qu'on va avoir vos récits, et on parle de ce premier gain qui arrive. Et vous dites c'est un classique. Ça veut dire quoi, c'est un classique? C'est exactement comme celui qui prend de la cocaïne la première fois ou de l'héroïne la première fois. Il va ressentir énormément de plaisir. Et il y a sa vulnérabilité perso, génétique, cérébrale, environnementale, etc., qui va faire que, il va falloir que je retrouve ce plaisir. Donc là, vous gagnez 10 000 francs, et vous le dites en souriant en plus, vous vous rappelez du plaisir que vous ressentez. Ah oui. Ça vous permet quoi, ces 10 000 francs? De les rejouer ou de dépenser justement les Ah francs? ben non, c'était pas prévu dans le budget, donc il n'y a aucune raison que je me prive. Ben, pourquoi pas les rejouer dans la perspective de gonfler les gains. Oui, mais qu'est-ce que vous associez à l'argent à ce moment-là? Dans la projection que vous faites, vous dites, si jamais j'ai beaucoup d'argent... Par exemple, imaginez qu'à ce moment-là, c'est une hypothèse, on vous annonce qu'il y a un oncle d'Amérique qui vous a mis sur votre compte 10 millions de dollars. Est-ce que vous allez jouer? Ah non, comme disait Pierre, l'argent du travail, on le gaspille pas de la même façon que l'argent du jeu. Là, c'est un héritage. J'en ai pas d'oncle. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, est-ce que je vais jouer pour avoir plus d'argent, pour être plus en sécurité? On va imaginer que l'argent, c'est la sécurité. Ou est-ce que finalement, c'est juste l'adrénaline du jeu? Non. La défonce. Oui, c'est ça. Donc dans votre cas, vous déménagez, puisque vous vous séparez de votre mari, et vous rencontrez un Jean-Paul, homme dont vous êtes toujours amoureuse, toujours. qui habite dans le sud de la France, à Menton. C'est ça. Et là, vous découvrez le casino. Alors là, il y a un casino à Menton. Donc lui travaille, il est encore en activité. Et moi, je suis en retraite, donc j'ai rien à faire. Le ménage, c'est pas mon point fort. Donc, je vais au casino. Et je dois dire que quand vous entendez... Maintenant, on ne l'entend plus. Mais vous entendez tintanabuler les jetons qui tombent. Oh là là. C'est pas du bonheur, ça. Essayez de Ça vous devient souvenir. l'énervement par Oui, la non suite. mais attendez, quand vous voyez les rouleaux oui. qui tournent, vous voyez le 7, le deuxième 7, le troisième 7... c'est les machines à sous, ça. Oui. Et puis là, le troisième rouleau, c'est autre chose. Eh bien, vous dites, on va recommencer. Statistiquement, ils sont bien obligés de donner des gagnants. Donc, je vais rejouer sur la même machine 5, 6, 10 fois en disant, ça tombera. Puis Donc il y a ça tombe, presque une logique et là-dedans. Voilà, vous et dites. oui. Mhm. Et donc à ce moment-là, c'est combien de fois par semaine? Là, c'était beaucoup. C'est-à-dire? Beaucoup trop. C'était au départ les 5 jours de travail de mon Jules, Donc 5 fois dans la semaine? 5 fois. Et puis après, les finances s'amoindrissent. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez comme somme à votre disposition? J'étais infirmière, donc j'avais ma retraite. Et puis, mon mari me versait une pension alimentaire. La justice avait été généreuse. Donc, j'avais en moyenne 3 à 4 000 euros par mois. D'accord. Et cette somme d'argent, vous l'aviez en tête quand vous alliez au casino, vous disant voilà, j'ai ma petite réserve, je peux en faire ce que je veux. Est-ce que c'est un rapport avec la réalité? Ah non, je disais pas j'ai ma petite réserve. Je jouais selon mon humeur. Et puis, quand j'étais à sec, mon compagnon, gentiment, me dépannait. Ce qui m'a fait basculer un petit peu plus vite. C'est-à-dire? Et, j'ai joué au-delà de mes possibilités. C'est lui qui était mon banquier. Et à un moment, il a été excédé. Il m'a dit, c'est ou le casino ou moi. Et avant de vous mettre en danger affectivement, Ouais. sur le plan financier, vous êtes retrouvé avec quoi? 50 000 euros de dette, c'est ça? Voilà, 50 000 euros. Et justement, à quel moment de la journée cette pensée vient à votre esprit? Pas pendant que vous jouez, c'est sûr. Ah non. Mais est-ce qu'il y a un moment où justement vous alternez entre l'euphorie et l'angoisse?
Ah non, Pas de culpabilité non plus. aucune. Mhm. Aucune. Pierre lève les sourcils. Oui, parce que la culpabilisation, c'est le quotidien du joueur. Dans votre cas, Pierre, le jeu est apparu dans votre existence dès l'enfance. Que votre père, lui, jouait au tiercé, c'est ça? Mon père était un turfiste occasionnel, donc j'ai été prédisposé à rencontrer le jeu, puisque le dimanche, quand même, quand j'étais gamin, j'allais sur les champs de course. Et puis un jour, on a un flash. Hein. C'est-à-dire? Ben, moi, j'ai eu 2 flashs. Une fois, bon, il y a un cheval, mon père était associé sur un cheval, il a gagné. Vous avez quel âge? 16 ans. Et vous vous rappelez de ce que vous ressentez ce jour-là, pour lui? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est marrant parce que ils ont bu le champagne. Moi, je me suis isolé et je suis allé voir le cheval. Et je suis resté dans le box une demi-heure avec le cheval et j'en revenais. Enfin, je deviens amoureux du cheval, quoi. D'accord. Et puis après, j'ai eu un autre épisode qui est moins rigolo. Enfin, mon père donc a un cheval qui est très moyen en plat. Il débute en obstacle. Bon, l'entraîneur dit bon, en clair, je comprends qu'il n'a pas de chance. Et mon père, à cette époque-là, il marchait mal. Donc, il avait tendance à me donner ses bifetons pour aller jouer à la caisse. Il me donne, je crois, 200 gagnants, 200 placés. Et moi, à cette époque-là, j'ai 18 ans. Pour moi, c'est beaucoup d'argent. Je garde cet argent. Alors ça veut dire, il vous dit d'aller jouer, Bah, il me donne son argent pour aller jouer. Hein. d'accord? Et là, vous vous dites, je vais pas donner l'argent, je vais le garder pour Je le garde juste pour le moi. garder pour vous. On appelle ça faire le book. hein. Voilà. Ça veut dire quoi? Oui, c'est- Faire le book, ça, c'est Oui, une le expression bookmaker. de bookmaker. Ah d'accord. Et donc du coup, je l'écrivais autrement. Et donc du coup, vous gardez l'argent, pourquoi? Pour le garder pour vous à ce moment-là? Bah, Ou oui. pour... Et le cheval gagne d'une ligne droite. Et il gagne à 26 francs gagnant. Et Et là, qu'est-ce que vous dites dans votre tête? bah, je suis dans la mouise. Hein. Donc j'ai rien dit. Je me suis débrouillé pour pas parler de cette mise. Et le lendemain, j'ai raclé les économies qui restaient que j'avais sur mon compte. C'était à peu près plus de 5000 francs. Pour faire croire à votre père que c'était... le- Bah, j'ai payé, moi. Hein. En quoi c'est un épisode important pour vous? Bah, parce que du jour au lendemain, si vous voulez, je crois que le jour même ou le lendemain, là, j'avais perdu de l'argent que je pouvais pas me permettre de perdre. Et ça, c'est tout le... Dans une carrière de jeu, perdre de l'argent peut ne poser aucun problème. Quand on commence à perdre de l'argent qu'on n'a pas devant soi, qu'on peut pas se permettre de perdre, là, en l'occurrence, les 5000 francs, c'était pas du tout prévu. Hein. Donc, je sais que du jour au lendemain, je me suis mis au turf pour récupérer cet argent. Pour se refaire. Pour récupérer cet argent. Et là aussi, Et c'est vous un l'avez phénomène récupéré classique. Ouais, il y a plein de croyances, qu'on appelle les croyances erronées. C'est plein de croyances un peu faussées. Mais nous, quand on joue, on se dit non, bah, c'est sûr, au 4e coup, ça va partir. Si je touche la machine à sous, mais à un angle, je dis n'importe quoi, hein, à 27 degrés, c'est possible que je gagne. Mireille confirme, Mireille confirme. Ouais. Pour les chevaux, c'est pareil. Il y a des mises, des trucs, des espèces de calculs, etc. Et la deuxième phase, la grosse phase de 1, le gain, ça fait quelque chose. La perte, c'est un vide effroyable pour la personne. Et se dire, j'ai déjà gagné ou je peux gagner, donc je vais me refaire et je vais jouer. Et c'est Donc ça. la perte, c'est une charge Et émotionnelle c'est très ça. forte aussi. C'est surtout un encouragement à poursuivre la perte. Hein. Pourquoi? Vous n'avez pas encore gagné. Le joueur, ce qu'il veut, c'est gagner. Il accepte de perdre parce qu'il sait qu'il peut gagner. Ouais, Ce qu'il ça. veut, c'est gagner. Exactement. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a vu tout à l'heure que quand on gagne, on pourrait se dire, quand on n'est pas joueur, bon bah j'ai gagné, super, j'ai eu de la chance, je m'arrête là. Ou quand on perd, on pourrait se dire, bon c'est une bonne leçon, je m'arrête là. Mais c'est pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a cette sensation, qui se sent... De toute façon, dans le jeu, seul le jeu remédie aux conséquences qu'il génère. Exact. C'est-à-dire que si vous gagnez, bah, c'est quoi? C'est la gourmandise après. Pourquoi s'arrêter puisque la route est belle? Puisque j'ai de la chance, puisque je m'y prends bien, puisque les dieux les dieux de la chance me sourient, pourquoi je m'arrêterais? Donc on continue, et dans la perte, on va aussi continuer parce que on n'aime pas perdre. Moi, je pense, j'aime bien cette définition souvent les vrais joueurs, celui qui ne supporte pas de perdre. Donc quand on perd, on veut se prouver qu'on a raison, on veut récupérer, mais plus que récupérer, on veut se prouver qu'on a raison, quoi. Je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu tout à l'heure que vous êtes arrivé jusqu'à une situation qui était plus tenable. Hein, mais comment l'engrenage se produit en fait dans votre vie? Quelle place va prendre le jeu? C'est-à-dire que moi, l'engrenage, il a réellement commencé quand j'ai une période de 2 ans où je vais au casino souvent, peut-être 3-4 fois par Parce qu'on semaine. n'a pas parlé du casino. Là, tout à l'heure, vous parliez de la belle bête, l'animal, la relation avec... mais là, le casino, c'est autre chose. Après, j'ai des copains qui me font découvrir le casino. Ils y vont avec une mallette et ils ont une méthode. Et dès qu'ils gagnent 1000 francs, ils partent. Donc, ils sont super prudents, quoi.
Et un jour, bon, je pense qu'on devait picoler aussi pas mal quand on était dans le casino. Moi, un jour, j'ai un jeton de 50 francs qui était dans ma poche, qui est tombé sur le numéro 33, qui est tombé de ma poche, quoi. Et le 33 est à côté, et le numéro 33 est sorti. Et là, au lieu de gagner ces 1000 Et là, francs, la vie est incroyable. partir, là, je gagne 4-5 000 francs. Et là, vous vous dites, mais pourquoi je pars avec 1000 francs, puisque je peux gagner 5 000 francs, en fait, hein. Donc, on se reproche d'être un petit joueur, puisqu'on peut gagner plus. Ah, c'est intéressant ça. Ça aussi, c'est une notion intéressante. C'est-à-dire que, du coup, c'est un peu comme une sorte de compétition. Bah, c'est-à-dire qu'il y a aussi, on a besoin d'une excitation. Donc, au bout d'un moment, les 1000 francs, à la limite, vous gagnez 1000 francs tous les jours, toute l'année, pendant 3 ans. On a besoin vous- d'une dose supérieure. Ouais, quand il y a un truc qui s'est déclenché dans le cerveau, ouais, Il en faut toujours il plus. faut Mm. soit plus Il fort. faut augmenter la dose, quoi, j'allais dire. Vous confirmez le toujours plus. Ah oui, oui. Quand j'ai rejoué mes 10 000 francs, c'est bien en disant les probabilités font que j'ai un faible pourcentage pour que je gagne 50 000. Oui, pourquoi pas? Toujours plus. La somme d'argent, mais toujours plus d'adrénaline. Est-ce Non, que- c'est marrant. Tout le monde parle de décharge d'adrénaline. Excitation. hein. Oui, non, je ne l'ai pas eu. Il m'est arrivé de Moi aussi, gagner j'accepte. Hein. 4 000 euros. Accepter, mais- Et il y a un gars qui, gentiment, un surveillant, il me tape, il me dit, vous avez eu trop de chance. Partez. Oui, attendez. Regardez, elle donne aujourd'hui. J'ai mis dans les 5 machines, les unes, le maximum. Pourquoi vous partez pas? Parce que je vois pas l'intérêt de sortir avec de l'argent gagné au casino qui est gagné salement. Et ben voilà. Alors, c'est intéressant. Parce que là, dans votre cas particulier, on a dit tout à l'heure que cet argent qu'on gagne au jeu, on le flambe plus Oui. que celui du travail. Et alors, vous, c'est Moi aussi. le degré encore supérieur. C'est-à-dire que d'un seul coup, je viens pas pour partir avec de l'argent, je viens pour jouer. Oui. Et si je repars sans rien, c'est dans l'ordre des choses. Exactement. Vous comprenez ce raisonnement? Ouais, c'est possible, c'est possible. Dans l'addiction à une substance ou à un comportement, l'addiction, c'est que la phase émergée d'un iceberg, quoi. C'est-à-dire, il y a plein de choses en dessous, il y a des choses psychologiques, il y a des désordres émotionnels qui sont intenses. Je veux dire, on sait que dans l'addiction au jeu est fréquemment associé de la dépression, des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, des troubles du sommeil. Je veux dire, on n'est pas dans un truc, c'est que le jeu qui conditionne ma vie. Je veux dire, on est dans le désordre émotionnel total et le jeu essaye de colmater le truc. D'accord. Donc, c'est pour ça que chacun le vit à sa manière, Voilà. selon son Voilà. histoire. Donc, dans votre cas particulier, vous disiez, bon, finalement, moi, je gagnais pas mal. Il y a une période de votre vie. Ouais, sur ces 2 ans au casino, j'ai aucun épisode de perte. Est-ce que dans cette période-là, vous auriez dit, je suis addict ou pas? Non, pas du tout. Je gagne. Je confonds le casino avec un distributeur automatique de billets. C'est-à-dire, quand j'ai besoin d'argent, je vais au casino. Donc, finalement, comme j'ai toujours besoin d'argent, j'ai été papa jeune, j'ai toujours besoin d'argent, je vais tout le temps au casino. Et j'attends de perdre. Je perds jamais. Pendant 2 ans, je perds jamais. Ça me paraît indécent, d'ailleurs. Puisque, mécaniquement, un jour, le jeu vous rattrape. Hein. Vous êtes formel là-dessus. C'est important. bien sûr. Aujourd'hui, dans ce que vous Mécaniquement, transmettez. c'est-à-dire que normalement, plus on joue, plus on perd. Plus on augmente ses chances de perdre. Donc, un jour, j'ai commencé à perdre. Et là, j'ai fait que perdre, j'allais dire. Hein. Donc, j'ai fait que gagner et puis que perdre. Mais là, pareil, vous pourriez vous arrêter au début de la perte. Mais vous allez Non, jusqu'au parce qu'on bout. n'accepte pas de perdre. Hein, puis quand je dis que je gagnais, mais je me battais quand même. Hein. J'ai des souvenirs où je gagnais pas. Des fois, je perdais, mais à force d'être actif, offensif, bon, ben, la chance finissait par tourner en ma faveur. Et il m'est arrivé, je me rappelle d'une soirée où je perdais beaucoup. Et je suis juste parti avec 50 ou 100 francs. Moi, je jouais à l'époque des francs au casino. 50, 100 francs de gain, mais c'est mon plus beau souvenir de jeu. Pourquoi? Bah, je me suis mis en danger. C'est-à-dire que je me suis... à un moment, vous perdez une somme que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Donc, vous êtes mis en danger, vous avez côtoyé le danger, et vous repartez sain et sauf. Donc, je me rappelle de l'odeur de la cigarette sur le parking. C'est-à-dire qu'on se dit, waouh, qu'est-ce que j'ai foutu, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Donc, on s'est mis en danger. Et de se mettre en danger, finalement, Laurent peut peut-être le confirmer, je sais pas, on se sent exister, on se sent vivant, quoi. Hein. Ah voilà, la sensation forte, la recherche de sensation et le faible forte, évitement du danger, c'est des signes de tempérament de personnes addictes. Oui, il y a 2 ans où il joue, donc il joue à fond, il gagne. Bon, c'est quand même un cas, on va dire, à part un peu, hein, mais ça existe. Ou bien des personnes qui gagnent énormément du premier coup, il dérègle un peu le cerveau, il a été très précocement exposé à des situations de jeu, et à un moment, il n'y a pas que le jeu qui l'excite, c'est je me mets en danger.
Donc quand vous gagnez, est-ce que vous en profitez de cet argent que vous gagnez Oui. en faisant autre chose Oui. ou est-ce que vous le remettez dans le jeu? Non, non, j'en ai profité, Moi, j'ai vécu quand même très confortablement quand j'étais jeune papa. Les voyages, j'ai payé des travaux grâce au jeu. Donc le jeu me permettait d'exister vraiment socialement, quoi. J'avais quand même du pouvoir avec cet argent du jeu. Et donc quand il y a la période de gain et puis une période de perte. Et là, quand on perd, c'est la quoi? On n'accepte pas. On se sent l'élu, hein. C'est-à-dire que ça monte à la tête quand même, hein. Moi, je gagne 2 ans de suite. Dans mon esprit, je suis meilleur que les autres. Enfin, je suis doué au jeu. Je sais pas comment je le... Mais on pense qu'on a un talent ou on pense Bien que sûr. c'est une chance? Non, bien sûr, non. C'est du talent. Hein, Non, non, Dans la réaction de Guillet. Pour moi, j'étais doué au jeu. Hein, j'avais gagné Et 2 vous ans de pensez que suite, vous avez j'avais une quelle méthode. influence? Forcément, j'avais une méthode. D'accord. Donc, je pensais que ma méthode, je me disais, mais il faut... Je voulais même en faire profiter des autres, ma bah ouais. méthode. Donc, le jour où je perds, donc, j'accepte pas, puisque je suis programmé pour gagner. Donc, c'est très vite le couteau entre les dents. C'est la bataille, c'est la guerre, hein, c'est le combat. Hein. Donc, on n'est pas là pour rigoler, j'allais dire. À ce moment-là, si je vous avais rencontré et je vous ai demandé si vous étiez addict, vous auriez dit toujours pas. Non, parce qu'en fait, je crois que la dépendance, elle s'installe sans qu'on s'en rende compte. Donc, on est dans le j'ai gagné, je cherche à me refaire. Enfin, je vais me refaire, puis dès que je me referai, je ferai plus attention, j'arrêterai éventuellement. Et à quel moment où la situation financière devient catastrophique au point que vous pensiez à cette arnaque à l'assurance qui va être votre déclic? Bah, ça va vite, les pertes. Hein. Donc, moi, je crois qu'en Vous 6... perdez de l'argent que vous n'avez pas? Vous êtes obligé de vous endetter? Ben, il y a un petit peu d'économie, comme j'ai beaucoup gagné, donc il reste un petit matelas. Donc ça, ils font. Et puis après, c'est les crédits revolving. Hein. Et puis après, en joueur, on trouve toujours une astuce pour emprunter de l'argent. Un joueur emprunte facilement à d'autres joueurs. Moi, j'ai prêté beaucoup d'argent, on a prêté beaucoup. Parce que c'est des joueurs, ils vous comprennent C'est-à-dire ça? qu'un joueur, honnêtement, s'il a une facture de 5 000 euros, enfin 2 000 euros à payer, il ne la paye pas. Par contre, s'il faut trouver 2 000 euros pour jouer, parce que demain, il y a un cheval qui sent, qui connaît, etc., il les trouve, généralement. C'est-à-dire le joueur va développer beaucoup d'imagination pour trouver de l'argent. Quitte à mentir, hein. Je veux dire, là, ça va être un bon coup, donc il va pouvoir rembourser, quoi. Donc même si je suis obligé de mentir parce qu'on va pas me comprendre tout de suite, moi je sais ce que je suis en train de faire. Voilà. Je sais où je vais. Et donc, dans les pertes, à un moment, les pertes, elles sont jugées inacceptables. Donc, et le joueur estime que le jeu doit finir par lui rendre ce qu'on lui donne, quoi. Donc, il se bat. Il se bat, jusqu'au jour où il y a un déclic. Moi, c'était la peur finalement, D'aller en prison? d'aller en prison. Ouais, De devenir voilà. malhonnête et de... La peur d'entrer dans une autre vie. Enfin, là, je ne me reconnaissais plus du tout. Donc, Et du coup, est-ce qu'il y a des changements dans votre vie matérielle à cause de ça? Par exemple, vous êtes amené à ce moment-là à vendre des choses que vous possédez pour pouvoir... oui, vendez. Puis après, c'est marrant parce que vous pouvez être capable de mettre, je sais pas, de perdre 3 000 francs dans une journée. Mais si un sandwich à 2,80 et puis un sandwich à 2,50, vous prenez vraiment celui à 2,50, quoi. C'est-à-dire qu'on se prive, on dort mal, on mange mal, on est déréglé. Parce que moi, je me rappelle, je travaillais dans un casino. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'ai pas dit. J'ai été à la fois joueur et promoteur de jeu. Effectivement, c'est une info importante. Ouais. Et je travaillais dans un casino. Donc, inévitablement, je ne pouvais plus jouer. Donc, je suis allé dans un autre casino. Et donc, moi, je partais quand même à 7 heures du bureau. J'allais dans un autre casino, je finissais à la fermeture. 1 heure de route, je rentrais à 5 heures du matin. Et pour attaquer le lendemain. Donc, honnêtement, vous n'êtes plus trop au boulot quand même. Ça laisse pas de place à la vie de famille? Mais bien sûr, vous négligez votre boulot, votre famille, vos amis. Donc, ça fait déjà beaucoup. Donc, effectivement, à un moment, on se retrouve endetté, on se retrouve isolé. Donc, il faut une prise de conscience, mais aussi une détermination forte pour dire « je veux pas que le jeu me bouffe hein. ». Alors on verra tout à l'heure comment vous en êtes sorti et comment vous êtes en mesure aujourd'hui d'aider les autres. Vous avez une sacrée légitimité justement pour en parler. Mireille, dans votre cas, donc le jeu rentre dans votre vie à quel moment? C'est le tiercé, c'est ça au départ? C'est le tiercé. Ça a été vraiment un déclic. Bon, c'est un travail qui me prenait énormément J'étais stressée. J'ai été obligée d'euthanasier ma bête, qui était un peu mon côté obscur, puisqu'elle était très agressive. C'est-à-dire que vous avez un animal, c'est un chien, c'est ça? Un chien, oui. Vous devez un chien. l'euthanasier. Oui. Ça vous perturbe? Tout m'est remonté, mon passé m'est remonté. Et donc, vous vous réconfortez comment au départ? Vous allez dans des bars jouer à quoi? Au grattage? Non, tiercé, oui. D'accord. Mmh. Et C'est vous chaud. voyez un rapport entre le fait d'aller dans les bars jouer au tiercé et l'aspect émotionnel de votre vie à ce moment-là? Oui, tout à fait. J'avais disjoncté. On peut dire ça comme ça. J'avais disjoncté. Je cherchais une forme de puissance, une domination. Donc je me Et alors, disais domination de quelque quoi? chose.
Bon, c'est assez complexe, étant donné que ma mère avait décidé de nous abandonner, mon frère et moi, puisqu'elle était enceinte. Son mari, à l'époque, ne voulait pas de nous. Donc, je lui ai souhaité, je l'ai regardé, je lui ai souhaité de mourir. 3 mois après, elle est décédée. Donc, j'étais heureuse, en fin de compte. C'est quand vous étant étiez enfant. Voilà. C'est ce qui est remonté à la surface. Tout à fait. Quand j'ai euthanasié ma bête, tout m'est remonté. Tout est revenu. Donc, j'avais tué ma bête comme j'avais tué ma mère. C'est tout un ensemble qui m'a fait tout de suite disjoncter. Donc là, vous êtes du dans jour une au fragile- lendemain. Donc là, vous êtes à ce moment-là, effectivement, le fait d'euthanasier votre animal vous fait remonter cette croyance de l'enfance. Oui. Vous pensez être responsable de la mort de votre mère. Voilà. Je m'étais permise de juger, donc il fallait que je sois jugée. Et disons, je compensais avec le jeu, mais je cherchais une punition. Ça, c'est l'explication a posteriori, après coup. Oui. D'accord. Mais Et j'ai au- tout de suite compris que je rentrais dans une addiction. C'est vrai? Ah oui, là, le jour où j'ai euthanasié ma bête, l'après-midi, j'allais dans un PMU. Et quand vous y allez, l'intention, c'est quoi? Je comprends pas. Parce que là, vous dites pouvoir et De tout ça, c'est combler un l'explication peu, d'aujourd'hui. de dominer avec les chevaux, c'est vivant. Donc, je m'imaginais que j'allais pouvoir les dominer et pouvoir trouver le gagnant. D'accord. Donc, c'est tout ce Et ça cheminement. prend quelle place dans votre vie? C'est-à-dire que vous y êtes beaucoup de temps dans ce bar à jouer? Oh, pratiquement tous les jours. Euh, Je ne pouvais pas m'arrêter. et dans C'était quel- compulsif. Et justement, cet état compulsif, vous vous rappelez de l'état dans lequel on est? Ça s'approche de quoi? À bien-être. Mais bien-être et mal-être en même temps. On est bien quand on gagne, on est bien euphorique, et après, il y a quand même ce vide qu'il faut combler. Et on le comble en rejouant. Si on peut avoir joué ou alors manger à des mesures. D'accord. Vous jouez quel argent, en fait? Je ne payais pas mon loyer. Donc j'ai fait des crédits également. Et je me suis retrouvée en surendettement. J'ai eu la chance qu'on me donne 5 voitures. J'en ai vendu 3. Avec des amis qui savaient que je voulais des voitures, donc on me donnait. Je vendais, l'argent là partait aussi vite, et j'ai gagné et je rejouais. Mais il me fallait combler ce vide au fond de moi, ce mal-être. Donc, du coup, vous êtes euphorique quand vous gagnez, et quand vous perdez, vous ressentez quoi? Une sensation de culpabilité, une humiliation. Et ce qui est fou dans votre cas, c'est que... Enfin, je dis c'est fou d'ailleurs, non. Mais en tout cas, ce qui m'a étonné, c'est que vous êtes heureuse quand vous gagnez, et vous êtes heureuse quand vous voyez les autres gagner. Oui. C'est la phase, comme je vous disais, la première phase, je domine. Je suis contente parce que moi j'ai perdu, mais je suis contente que les autres soient punis. Mhm. Vous comprenez tout ce que Oui, Mireille veut dire? complètement. Elle décrit parfaitement l'axe, on va dire, bipolaire du truc. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de toute puissance, ces fausses J'essaie de croyances. comprendre cette histoire de toute puissance. Parce que moi, j'ai la sensation, pour le coup, parce que j'ai pas cette addiction-là, d'accord, cette idée Quand vous de... dites ça, ça veut dire que vous en avez d'autres. Ben oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, mais j'ai pas celle-là. Vous voyez ce que j'ai? Donc je ne Ouais, connais pas. ouais. Je voudrais comprendre. Comment on va dire, les facteurs de risque d'addiction, c'est d'abord notre développement personnel. À la naissance, ce qu'on voit, notre éducation. Il y a des différences entre les garçons et les filles. Il y a notre maturité cérébrale qui va interagir avec l'environnement. Ici, l'environnement, c'est le jeu. D'accord? Il y a des facteurs génétiques. Est-ce que dans notre famille, il y a des gens qui ont des addictions ou des comportements addictifs? Ça joue. Ou des gens qui ont des comportements... des troubles psychologiques. Et il y a aussi toutes ces interactions avec notre tempérament, notre personnalité et des troubles psychologiques aussi. Et dans le tempérament, il y a justement, dans des signes de tempérament, il y a, comme vous décrivez bien, c'est très tôt, j'ai su que j'avais un pouvoir. Et cette notion de j'ai un pouvoir, elle est liée à je suis probablement très puissant et je peux distribuer du bien-être et du mal-être aux gens, mais je peux aussi le ressentir. Et c'est ce qu'elle décrit. En fait. Et les joueurs, ils ont cette illusion de toute puissance. C'est ça qui fait qu'ils vont gagner, perdre, mais à un moment, quand les pertes sont trop importantes, Là, on est vulnérable. C'est pas le pouvoir quand on perd. ouais, c'est ça. Mais il y a toujours cette idée de, comme le décrit Pierre, il a dit, pendant 2 ans, j'étais le maître du monde. Enfin, il n'a pas dit comme ça. L'élu. Ouais, l'élu. L'élu, c'est fort comme mot. L'élu, c'est... L'élu de la chance. Parce que dans le jeu, on dialogue vite avec les dieux, hein, Ouais. quand on parle de toute puissance. Là, un gros gain, c'est de l'argent On va qui être tombe Dieu. du ciel. Ouais. Donc, comme il tombe du ciel, Il y a quelque chose de divin. ouais, c'est des puissances mystique, super divines qui nous disent, toi, finalement, on t'aime bien ou Bah ouais. tu mérites de vivre. D'où quoi. les superstitions, Lord d'Alice, les c'est, martingales, Exactement, et oui. ses croyances. Ouais, ouais. L'astrologie. Oui. Avec la date de naissance des chevaux, j'ai gagné des petites sommes, mais enfin, ça n'a rapporté rien. Dans votre cas, donc pour parler du désordre finalement émotionnel dont parlait Laurent, ça s'accompagnait de troubles alimentaires. Oui. C'est-à-dire? Mais il me fallait combler ce vide, ce mal-être, en fin de compte. Bon, puis c'est tout un suivi. J'ai élevé seul mes 4 enfants. Et vous mangez quand vous gagnez ou quand vous perdez? Ah, les deux. Les deux.
Je gagnais, je revenais avec de l'argent. Je ne pouvais pas aller le jouer étant donné que le bar, il était fermé. Automatiquement, c'est un manque. Et le manque, là, il faut le combler. D'accord. Comme c'est pas possible de jouer, Voilà. c'était la nourriture. La nourriture. Ça s'approchait de quoi? De la boulimie? Oui. Boulimie, je ne mangeais pas. Ah, je me faisais un grand plat. Ça s'appelle du binge eating, en fait. C'est-à-dire? Le binge, Ah bon c'est on mange, c'est comme le binge drinking. Vous savez, les jeunes qui se retrouvent entre eux et qui Ah vont oui, boire oui. beaucoup très très vite Mhm. pour être ivres. Là, c'est pareil. En fait, c'est binge. Enfin, on peut retrouver des cas de boulimie associés, mais le binge eating, c'est je me prépare un gros truc, je vais le manger hyper vite pour Oui, être rassasié oui. hyper vite. Oui, Mhm. Et cette sensation, Pour une vous avez tranquillité. vécu ça. Et On autour s'imagine. de vous, qui est au courant de tout ça? personne. Pourquoi Bon, vous le cachez? si, j'ai une amie qui était addicte également, donc c'est pas qu'on s'entraidait, mais enfin, on se donnait plutôt des mauvais conseils, C'est-à-dire? je dirais. C'est-à-dire une entraînait l'autre. Alors, ce n'était pas l'idéal non plus. J'ai un ami qui était un peu addict, mais c'était par rapport à l'alcool. C'est un peu similaire, quelque part. Aujourd'hui, vous le savez, mais à l'époque, Oui. parce que Pierre dit que dans cette période-là, il ne se sentait pas du tout addict. Vous Ah, vous si. sentiez addict? Tout de suite. Pas du tout. Enfin, vous l'auriez pas dit en tout cas comme ça. Ouais, voilà. On voulait pas le dire, mais on ne On se le cache. l'admet pas. Pas On se cache à voir, on soi-même. sent bien qu'il y a un problème. Hein. Oui, D'accord. il y a un problème. Il y a un déni quand même. Et nous, voilà, mais dans le déni, du coup, mais dans votre cas, par exemple, vous aviez la sensation qu'il y avait un Ça ne problème? va pas, oui. Il y a quelque chose qui quelque ne va chose pas. qui ne va pas. Ouais. Et du coup, est-ce que vous êtes protégé, par exemple? Vous disiez, je vais dans des bars jouer. Est-ce que le barman, là, ça m'a touché quand vous dites qu'il y a quelqu'un qui vient me taper à l'épaule, un peu comme un ange gardien qui dit partez. Ah ouais. Enfin, est-ce que là, dans le bar, on vous dit bon, allez, faut se calmer maintenant, Mireille, ou est-ce que du coup, on change de bar? Ah non, pas du tout. Je changeais régulièrement pour pas me faire reconnaître ou pour pas prendre mes habitudes. Et par contre, j'étais en colère quand justement il y avait des serveurs qui n'allaient pas assez vite ou pour prendre les jeux, alors que je ne pouvais plus jouer. Et je me disais, tiens, je lui en voulais à mort, quoi. En me disant peut-être que j'aurais gagné. Finalement, je gagnais pas. Alors, Guylaine, dans votre cas, à quel moment vous avez la sensation que la situation était grave? Ah, c'est quand Jean-Paul a tapé sur la table. Sinon, moi, j'étais confortable. J'avais du stress, oui, quand je perdais, mais c'est pas une catastrophe, c'est comme ça, bon, ça reviendra, Mais je sais pas, Pierre, quel jeu il jouait au casino? Moi, c'est le bandit manchot, donc j'avais pas la prétention de dire que je maîtrise, j'avais pas de pouvoir surnaturel pour... Mais vous jouiez à quoi? Ah ben voilà, donc c'est plus sélectif, plus cérébral, enfin, c'est... Non, vous n'êtes pas d'accord? C'est plus pensé? Non, c'est chacun son jeu. Même le bandit manchot, ça peut être cérébral. Hein. Enfin, il y a une petite différence. Ah. À la roulette, c'est le seul jeu où le casino peut perdre. Ouais, c'est vrai. Donc vous avez la sensation d'avoir un adversaire identifié. Ouais, voilà. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaisait, je me mesurais à un adversaire. C'était Bah, lui. disons, voilà. J'étais lui contre Un moi. duel. Le casino contre moi. C'était le duel. Ça, et du coup, j'étais quand même assez agressif. Enfin, Avec le couteau. Ouais, voilà. Non, mais j'étais là Rambo. pour gagner. Moi, par exemple, je donnais pas de pourboire aux croupiers. Puis quoi encore? Non? Parce que c'était. Expliquez-moi la différence de point de vue. Non, parce que Oh, bah, c'est moi, normal. j'étais contre le casino. Donc, eux, ils font leur affaire. Je dis, ils se débrouillent. Moi, pour moi, c'était quand même un combat. Hein. Donc, moi, contre le casino, contre le hasard. Et mon kiff, c'est d'être plus fort que le hasard. Parce qu'on met la notion de maîtriser le hasard, quand on maîtrise le hasard, quand on est plus fort que le hasard, c'est grâce à soi. Hein, le joueur l'estime que c'est grâce à ses méthodes, grâce à ses pensées magiques. Il s'approprie vraiment le succès. Donc, quand en numéro sort, quand en cheval sort, c'est nous qui gagnons. Donc, le joueur s'approprie le succès. En revanche, quand il perd, C'est la faute de l'autre. c'est la faute de je suis fatigué, le jockey s'est pas réveillé. Enfin, c'est la faute des événements extérieurs. Avant qu'on voit comment tous les trois, vous avez à un moment donné eu un déclic pour changer les choses, et on verra comment on peut changer les choses, est-ce que dans cette période-là, il y a la sensation, après on verra de quoi il s'agit, parce que c'est un cliché que j'ai de l'extérieur, on a la sensation qu'on fuit quelque chose, on fuit une Nos réalité. responsabilités. Bien sûr. C'est une fuite de la réalité. C'est-à-dire que moi, le jeu me plaisait parce que la réalité me déplaisait. Un peu fade, un peu triste, un peu terne, il se passe pas grand-chose. Moi, je voulais du speed. Dans le jeu, ça va vite. C'est-à-dire que tout va vite. Hein, on peut gagner beaucoup, on peut perdre beaucoup. On prend des décisions en permanence. Donc moi, la vie réelle me paraissait un peu triste, morne et fade. Et le jeu me paraissait beaucoup plus sexy, beaucoup plus punchy, beaucoup plus risqué, donc beaucoup plus attirant finalement. Et donc il y a une fuite de la réalité évidente. Et le jeu d'ailleurs est conçu au départ pour s'évader de la réalité. Hein. La définition classique du jeu, c'est une récréation nécessaire face au sérieux de la réalité. D'accord. Je trouve que ça dit beaucoup de choses. Dans le jeu, on prend l'affaire au sérieux, mais il y a, d'autres émotions. On n'est plus avec les mêmes règles. Il n'y a plus les contraintes. Il n'y a pas le jugement d'autrui. Le joueur, il est seul
Je reviens à cette histoire de combat. Vous êtes seul, c'est un individu seul face au jeu. Ce que pensent les autres, ce que disent les autres, le joueur s'en fiche royalement. Vous confirmez ça? Moi, j'avoue que je suis dans ma bulle Voilà. et que le jugement des autres, je n'en ai rien à secouer. On devient un électron libre. Voilà, le seul qui a mis le veto et que j'ai entendu, c'est Jean-Paul. Alors, on va parler Voilà. de Jean-Paul dans un instant. Et comment on fait? Est-ce qu'on peut le faire tout seul? Est-ce qu'on peut s'arrêter? Super Jean-Paul. Mais alors, la question, c'est cette question de la fuite de la réalité. C'est-à-dire, est-ce que vous avez la sensation d'un refuge, de fuir quelque chose ou pas spécialement? C'est que le problème, c'est que j'étais en instance de divorce, donc le divorce non prononcé. Je vivais avec Jean-Paul. Et madame le juge a décidé que 2 personnes adultes qui veulent divorcer, eh bien non, elle s'octroie la liberté de dire non. Madame, vous réintégrez le domicile conjugal. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais je continuais à voir Jean-Paul, et c'est là où tout a... Donc, vous avez la sensation que dans le jeu, vous fuyez cette situation Voilà. complexe. Ah, oui. D'accord. Ouais. Et dans votre cas, la réalité, est-ce que la sensation qu'il y a la fuite de quelque chose Oui, dans le jeu? oui, bien sûr, mes responsabilités que j'avais. Et fuir mes idées, mes pensées, je voulais colmater tout, fermer tout. Et je n'avais que cette histoire de puissance. Je voulais m'acheter une grosse voiture, je voulais le luxe, quoi. Donc, on focalise. Pour en montrer. C'est ça que je voudrais comprendre, parce que dans cette addiction, dans les addictions, est-ce que c'est finalement un moteur comme ça qui est très fort, de charge émotionnelle, ou est-ce que c'est la fuite de quelque chose qu'on n'aime pas? Est-ce que C'est tout ça, en fait. Les deux, ouais. L'addiction, ce n'est pas dû que au comportement, ou à la drogue, ou à l'alcool, ou au tabac. C'est dû à l'environnement d'abord, et à notre personnalité, à notre développement. Et donc, dans tout ça, on retrouve cette sensation de vide à combler, ces idées qu'on a, ces fausses pensées, etc. C'est tout ce truc-là mélangé avec un cocktail d'émotions, quoi. Vous voyez? Donc tout est mélangé, et en fait, on utilise le comportement ou la substance pour essayer de se sentir mieux, etc. Mais en réalité, quand on est addict, on lutte contre une souffrance. Et alors, dans votre cas, l'ultimatum de Jean-Paul, parce que quelle est votre réaction? Vous dites, bon, il y a de l'amour, Ouais. et donc à un moment donné, vous vous demandez si vous en êtes capable de réduire tout ça, d'agir sur cette addiction? Alors, j'ai essayé toute seule parce que persuadée que j'étais une femme de caractère, et puis j'ai dit je ne peux pas. Donc je suis allée voir un médecin addictologue. Mais vous m'avez l'air d'être une femme de caractère. Oui, mais enfin, j'ai aussi mes faiblesses, j'ai mes failles. Hein. Donc je suis allée voir ce médecin, et je dois dire que j'étais un petit peu déçue parce que il voulait me faire dire que si je jouais, c'est que j'étais persuadée de maîtriser la machine. Ça m'a, disons que l'ouverture, Ça vous a pas plu. voilà. Donc j'ai dit, Vous auriez dû venir me voir, alors. ah oui, mais je vous connaissais pas à ce moment-là. Est-ce que vous auriez fait quoi à ce moment-là? Sur une première consultation comme ça, on évalue tout l'environnement, la situation problématique et les problèmes adjacents. Donc, c'est-à-dire les émotions, le sommeil, l'anxiété, la dépression. On évalue le comportement addictif, on voit l'intensité du comportement, est-ce que c'est modéré, grave ou pas du tout. Et après, on enclenche justement des petites stratégies, moi je suis plutôt comportementaliste, des petites stratégies pour comment on va réduire le truc, et surtout on ne culpabilise pas les gens. Alors, vous nous direz effectivement quel genre de stratégie on peut mettre en place, mais dans votre cas, ça s'est passé comment? Mais je me suis pas sentie culpabilisée. Je me suis dit, il me prend pour une andouille. Non, je pense qu'il cherchait probablement, enfin je sais pas, mais il cherchait probablement cette illusion de maîtrise, vous savez, qu'il y a chez les joueurs. Je pense que c'est plutôt ça. Ça m'est Ça, arrivé on a sur entendu les chez la machines à Oui, sous. mais En tout cas, ça ne vous est pas convenu. ah non. Ça vous Et a donc, pas ça ne plu. vous a pas aidé. Donc, la question, c'est comment vous avez parce fait? que je l'associe à une jugement. source, voilà, Un et jugement. qui me rabaisse. Ouais. Mais la question, c'est que du coup, comment vous allez faire? Comment vous faites seul pour régler ce problème? D'abord, le divorce a quand même été prononcé, donc ça fait situation s'éclaircit. ça fait un stress en moins. 2, maintenant, je suis clairement avec mon compagnon depuis 13 ans. C'est formidable. Et lui ne me bassine pas en m'interdisant de jouer impérativement. Donc, il accepte, et je le lui dis, je ne vois pas pourquoi je le lui cacherais, je lui dis que je suis toujours addict au jeu, que je me retiens, mais parallèlement à ça, j'ai quand même fait l'effort, au moment où j'allais mal, d'aller au commissariat de police en disant « Je veux me faire interdire de casino » en France. Donc,
j'ai fait les papiers et l'autorisation d'entrer dans un casino m'a été retirée pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, j'avais la possibilité d'écrire à nouveau au ministère de l'Intérieur en disant je demande à ce que soit levée mon interdiction d'accès au casino. Les 3 ans sont passés, j'ai dit non, je suis trop faible, je ne sollicite pas. Et depuis 5, 6 ans maintenant, je ne suis pas rentrée dans un casino, mais là où il y a le hiatus, c'est qu'il y a le casino de Monte-Carlo. Et c'est pas la France. Et c'est pas la France. Et vous habitez à Mais- Menton, c'est juste oui. à côté. Oui, mais depuis mon interdiction pendant ces 6 ans, j'y suis allée une fois au casino, en disant, il faut que je m'y tienne, sinon je sais que je vais reflamber. Donc pour l'instant, vous, pour lutter contre ça, c'est une lutte, c'est le mot lutte, Oui. je ne sais pas si c'est la bonne formule, Ouais, et c'est une lutte, en tout cas vous êtes seul face à cette Vous avez aucune question-là. aide? Rien du Non. tout. D'accord. Comme C'est vous possible. dites, j'ai du caractère. Et donc Tu du coup, peux pour me vous, dire. c'est une histoire de volonté. Vous vous sentez fragile et vulnérable, vous l'avez dit. Oui. Et du coup, Je ne provoque pas l'occasion de rentrer dans le cycle, mais je sais qu'à la moindre étincelle, si j'ai 3 sous, je dirai à mon compagnon, je m'offre quelques heures au casino à Monaco. Je le sais, je le lui dirai. Mais je sais que s'il y a une défaillance à un moment de ma vie, je risque de... donc vous avez cette sensation de Voilà. fragilité. Je suis et, sur le bord de l'abîme. et vous avez l'honnêteté de dire non, je ne peux pas dire j'en suis sorti, c'est loin derrière. Non, 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 non. Mais du coup, vous le gérez comment? C'est-à-dire que vous accordez une somme, par exemple, au jeu, que vous êtes rattrapé sur quoi? Puis non, mais il n'y a plus de casino, c'est les grattages. Alors, comme je dis toujours, une addiction chasse l'autre. Après, on demandera au psy si c'est vrai. Ça, c'est une croyance populaire. Je joue en moyenne 200 €. Je prends quelques trucs de grattage. Quelques trucs. J'aimais comment vous arrangez avec votre réalité. Mais vous êtes authentique, donc c'est formidable. Alors, quelques trucs de grattage, je mise pratiquement 200 € par mois. Et donc, à la différence d'avant, vous êtes en mesure de rester dans le cadre de ce que vous avez décidé? Obligé. Moi, je sais que je dois encore de l'argent à Jean-Paul, donc je m'astreins tous les mois à lui rembourser ce que je lui dois. Et je ne veux pas me priver. Je dis, la vie, c'est la vie, c'est... Il ne faut pas manger trop gras, il ne faut pas manger trop salé, il ne faut pas ceci, il faut se bouger. Alors, il n'y a que des interdits, mais c'est d'une tristesse. Si je gagne le gros lot, il y aura 50% pour ma fille, 50% pour moi. Je fais un voyage avec Jean-Paul, je nous achète un appartement commun. Et c'est comme ça. Et donc, Et je m'offrirai quelques séances au casino de Monaco. C'est prévu. J'adore votre honnêteté. Une réaction, Laurent, sur ce que vous Non, entendez? c'est un beau témoignage, c'est un truc plein d'entrain, même assez euphorique, tu vois. mais Non, mais vous l'entendez souvent, j'imagine, dans votre cabinet, ce raisonnement de « Oh, la vie est trop courte, faut bien que je m'accorde des petits plaisirs. Oui, mais ça, tout le monde, ouais, c'est vrai. Mais moi, ceux que je vois en consultation, ils souffrent d'addiction assez, on va dire, sévère, quoi, où c'est vraiment très, très, très problématique, quoi. Ils sont dans comment dire, la souffrance. Ils se disent, il faut que je sois libéré de ces symptômes et que je recommence à vivre différemment. Pierre, dans votre cas, donc, les conséquences de cette addiction dans votre vie, c'était quoi? Sur le plan affectif, par exemple, ça a posé des soucis? Oui, forcément, puisque vous négligez. Hein. Vous êtes plus là. Vous êtes là, mais pas là. Ça se traduit par un divorce? Divorce, je ne sais pas. Enfin, j'étais pas marié, mais on s'est séparés. Et j'ai rien fait pour conserver. Parce que je savais que j'étais quand même devenu médiocre. À un moment, je suis quand même, le Joël est quand même lucide. Hein. C'est quoi qui est médiocre pour vous, à ce moment-là? Bah, c'est mon comportement, hein, puisque je ne pense quand même qu'à jouer. Donc, on est dans l'obsession. C'est pour ça que là, quand Guylaine parle aujourd'hui de son attitude de joueuse, moi, je trouve ça, remarquable. Je trouve ça très bien. C'est-à-dire d'être capable, plutôt que de dire je me prive, je m'interdis. À un moment, il faut effectivement passer par une période de mise au vert, de sevrage, mais pas forcément. Mais d'arriver, j'allais dire, vous jouez vous assumez. Ouais. Ou tu assumes, enfin, je sais pas. Ouais. Tu assumes Ouais. le jeu. Donc ça, c'est bien d'assumer. Et c'est 200 €, alors c'est peut-être 300, on est sur des sommes... À partir du moment où les sommes sont à peu près... Identifié, cadré? Il n'y a pas de dérapage. Ce qui pose un gros problème pour un joueur, c'est le dérapage, la panique. On ne devient pas solvable, c'est ça que vous voulez dire? Mais c'est-à-dire qu'en très très peu de temps, vous pouvez prendre des risques inconsidérés et vous retrouver sur la paille en très peu de temps. Et dans votre cas, il y a effectivement ce déclic, vous dites d'un coup je me vois, parce que vous vous jugez pas mal, hein, je suis médiocre, à ce moment-là vous vous voyez en train d'imaginer une arnaque à l'assurance pour obtenir un peu d'argent, vous êtes endetté, le coup bat de l'aile, et comment on fait une fois qu'on a cette prise de conscience pour arrêter dans votre cas?
Bah, comment on fait c'est long et c'est complexe. Hein. Le jeu est source d'excitation très très forte. Donc quand on arrête de jouer, le jeu va manquer. Donc à la première contrariété venue, on n'est pas bien. Au premier apport d'argent frais, on retombe jouer. Donc moi, à un moment, j'ai dit j'arrête de jouer, mais au lieu d'y aller, 3 fois par semaine, j'y allais plus que 6-7 fois par an au casino. Mais sur les 6-7 fois par an, finalement, je perdais encore plus parce que j'étais en manque. J'y allais avec la carte bleue, le chéquier et le cash. Donc j'y allais comme un cow-boy avec toutes les munitions. Et donc ça se finissait souvent en catastrophe parce que voilà, je paniquais, j'étais en manque et puis j'étais là pour en une fois faire qu'il se passe réellement de quelque chose, quoi. Et à un moment, effectivement, c'est pour s'en détacher, il faut déjà commencer, par sortir un pied du jeu avant de sortir les 2 pieds, quoi. C'est-à-dire finalement, d'y aller plus que 6-7 fois par an, c'est aussi finalement positif, hein, parce que le temps qu'on consacre plus au jeu, on doit le consacrer à autre chose. Parce que dans le jeu, il y a quand même des sensations au monde, on parle d'un frisson mystérieux. Et moi, j'ai revécu les mêmes sensations en sautant en parachute. C'est-à-dire quand vous arrivez, vous dites je veux recommencer. Vous avez les poils, vous voyez, qui se dressent. Donc un mélange de peur et de soulagement. De vertige, de frisson, le vertige. Et j'ai compris qu'il fallait quand même longtemps avant que le jeu soit moins... Pour se désensibiliser au jeu, il faut quand même une période assez longue, hein, que je situe au moins à 9-12 mois. Donc, pour que le jeu soit moins excitant, c'est ça. Source d'excitation. Donc, dans votre cas, c'est ça, c'est que vous remplacez petit à petit cette excitation, vous espacez, vous luttez. Là, encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a aidé particulièrement ? Alors, soit des professionnels, soit l'amour, soit... C'est-à-dire que moi, à un moment, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose de cette expérience, parce que je voulais absolument tourner la page. Et donc, je me suis intéressé aux travaux qui étaient menés sur le sujet au Québec, où il y a 10-15 ans, c'est un sujet de société assez fort. Donc le fait de vous intéresser intellectuellement à ça... Pour comprendre, je m'intéresse à la dépendance au jeu. Et du coup, je comprends que je suis dépendant. Après, en fait, quand je suis en France, j'appelle SOS Joueurs, qui est à ce moment-là la seule association existante. Donc c'est quoi ? C'est quelqu'un que vous avez au téléphone dans un moment de crise, dans un moment d'envie ? Et moi, je veux comprendre ce qui m'arrive. C'est-à-dire que je me reconnais plus. Je ne suis plus moi-même. Tout tourne autour du jeu et même quand on joue plus, on se reproche, c'est prenant. Et donc, à un moment, moi, j'ai voulu comprendre, décortiquer, quoi. Et donc, en cherchant à comprendre, à décortiquer, déjà, ça m'a permis de mettre une petite distance. Et puis, je me suis dit, pour m'aider moi, je vais aider les autres, quoi. Et en plus, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un nouveau métier. Donc ça, il y avait le côté aussi du risque, de l'incertitude, Vous alliez retrouver cette part d'adrénaline dans cette nouvelle aventure. Il y avait un jeu, c'était un jeu quand même, hein, c'était... On y revient toujours, hein. Une addiction, la vie. Oui, c'est votre addiction. Du coup, là, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, finalement, dans la prise de risque. C'est une nouvelle aventure, un nouveau métier. C'est un nouveau métier, donc ça me plaît beaucoup. Et alors, le métier, c'est quoi concrètement ? On l'appelle comment ? Moi, je fais de la protection du joueur. Donc, ce sont des groupes de parole, c'est ça ? Moi, je fais de l'accompagnement téléphonique. D'accord. Individuel. Et il m'arrive, la plupart du temps, d'arriver à déculpabiliser déjà un joueur, hein, puisque le joueur se reproche. Un joueur qui dit c'est pas bien, il faut que j'arrête, ça part mal, si vous voulez. Hein, parce que le jeu, c'est pas bien, je veux dire, on s'en fiche. C'est ni bien ni mal. Ça a été une béquille pour supporter l'existence. Donc quand on dit c'est pas bien, il faut que j'arrête, et puis il faut que j'arrête, on voit bien que c'est pas dynamique, si vous voulez. S'il se prépare pas, s'il met pas en place d'autres centres d'intérêt, si la parole se met pas, vient pas libérer, mettre des mots sur tout ce qui se passe, si un joueur juste sur le fait de la volonté dit j'arrête, ça dure ou 2 jours ou 15 jours, mais ça dure jamais très longtemps. Donc d'arrêter, c'est une fausse bonne idée. Donc l'objectif, ça peut être quoi ? Déjà de dire comment je fais pour que le jeu m'excite moins. Comment on fait pour que le jeu m'excite moins ? On fait quoi ? De trouver d'autres centres d'intérêt. Moi, pour en revenir à mon parcours, moi du coup, je me suis intéressé à la dépendance au jeu. Donc, dépendance au jeu, il y a le mot jeu dedans encore. C'est-à-dire, du coup, moi, je suis toujours dans l'univers du jeu. Je suis fasciné par le jeu et les joueurs. Enfin, fasciné. Ouais, c'est un monde qui me fascine. Et les joueurs, c'est un public qui, à la fois, me séduit beaucoup et puis que je trouve aussi un peu parfois... il y a de la grandeur et puis il y a du panache dans le joueur et puis il y a aussi de la laideur, hein, de la petitesse. Donc de l'humanité. Oui. Donc il y a une forme de vulnérabilité qui vous touche chez les joueurs. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi vous avez envie de les aider. Parce qu'ils sont paumés. En fait, moi, un joueur, à un moment, il est perdu. C'est-à-dire, il ne sait plus pourquoi il joue. Même moi, à un moment, on vous dit, mais pourquoi je joue ?
C'est ça la question. On dit, mais pourquoi je joue? Puisque je perds, et l'expérience me montre que plus je joue, plus je perds. Donc là, effectivement, on est paumé. Et moi, j'essaye un petit peu de clarifier. C'est-à-dire qu'il faut aussi admettre, plutôt que de culpabiliser, qu'un joueur qui joue beaucoup, il faut mieux reconnaître ce que le jeu lui apporte. C'est quand même très important de comprendre ce que le jeu nous a permis de vivre, de bien être grand, quoi. Je veux dire, il ne faut pas diaboliser le jeu ou devenir un ayatollah anti-jeu, comme on a tendance à devenir quand on est au paroxysme des difficultés. On dit et souvent les joueurs me disent mais ça ne devrait pas exister, ou il faut fermer les casinos, etc. Donc on reporte finalement la faute sur l'environnement. Et donc il faut à un moment admettre que le jeu nous a été utile. Donc c'est à la fois un antidépresseur, le jeu, effectivement, et puis à la fois aussi une formidable source d'excitation, quoi, hein, puisque tout est possible. Qui rend la vie moins fade. Ouais, puis tout est possible. Donc ce côté tout est possible, c'est quelque chose qui transporte, parce que fondamentalement, on joue quand même, on le disait un peu au départ, Guylaine disait, on joue pour franchir un cap, pour changer radicalement sa vie et celle de ses proches, pour devenir un autre. Donc c'est quand même très accrocheur. Et puis, j'allais dire, c'est un besoin physiologique, je pense, de s'évader face au sérieux de la réalité, de prendre des risques, et du coup, se sent exister. Il y a des gens qui existent plus dans le jeu que dans la vie réelle. On peut devenir quelqu'un dans le jeu. Donc, il faut reconnaître ce que le jeu a apporté et en quoi il peut nourrir, pour s'en détacher. Le fait de le reconnaître et de l'identifier, on verra avec le psychiatre aussi comment ça se passe, mais pour vous, en tout cas, de votre expérience, c'est que ça rend les choses moins puissantes, c'est ça? C'est-à-dire que vous comprenez pourquoi vous vous êtes fait avoir, hein, enfin, prendre par le filet. Donc c'est quand même, plutôt que de dire je suis un bon à rien. Vous voyez, parce qu'à un moment, le joueur, il dit je suis un bon à rien, je suis une merde, je y arriverai. Vous voyez, aucune estime de soi. Aucune estime de soi. Et ça, c'est très préjudiciable, parce que quand on n'a plus aucune estime de soi, plus aucune confiance en soi, on ne pense pas qu'on est capable de s'en sortir. C'est la spirale par le bas, quoi. Parce que dire plus ça va, moins ça va. Donc il y a un petit électrochoc où on doit effectivement, c'est salutaire de reprendre un peu confiance en soi, de voir aussi de comprendre les règles du jeu. Donc si on s'est fait avoir, il faut s'en méfier. On est juste humain. C'est plus fort que soi, au fond, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Le jeu est toujours plus fort que le joueur. Vous, l'électrochoc, Mireille, c'est un jour dans un miroir, vous dites je me reconnais pas. Je me suis regardée, voilà. Vraiment bien regardée. Je me laissais aller. Vous aviez pris beaucoup de kilos, c'est ça, avec les troubles alimentaires? Oui, tout à fait. 40 kilos. Et vous vous dites quoi à ce moment-là? Je me reconnais pas. Je me dis, mais à quel point je suis arrivée? Jusqu'où je suis tombée? Bon, et c'est vrai que j'ai voulu tout de suite entreprendre une psychothérapie. Donc ça, c'est votre premier réflexe. On voit que ce n'a pas été le cas ici. Votre premier réflexe, c'est de vous faire aider. Tout à fait, oui. J'ai dit, toute seule, c'est impossible. Donc j'ai commencé une première psychothérapie. En 2 séances, c'était pas vraiment ça. Je n'avais aucun problème pour la psy. Donc elle me disait, non, pourquoi vous venez consulter? Je vois que vous êtes normal, entre guillemets. J'en ai commencé une deuxième l'année suivante. Et là, c'est pareil, il rentrait trop dans le jeu. Mais je dis, mais il n'y a pas que le jeu, il y a un élément déclencheur. Donc, il y a un mal-être qui me traîne depuis mon enfance. Dit Laurent. Oui. Et là, il fallait que je trouve quand même quelqu'un. Donc là, j'ai entendu parler justement des spécialistes du jeu, des addictologues. J'ai regardé des émissions et je me suis dit, il faut que j'en trouve un dans mon secteur. Et là, j'ai commencé. J'étais un peu déçue au départ parce que justement, cette idée de me dire, je vais voir jusqu'où vous en êtes pour vous mettre sous tutelle, ça m'a complètement abattue. Heureusement, il ne me l'a pas dit la première séance, parce que je n'aurais pas continué. Bon, j'ai eu des hauts et des bas, mais pendant 18 mois, je me suis accrochée. Je suis allée dans un centre pour perdre du poids. Malheureusement, j'avais repéré un PMU avant, donc je quittais le centre l'après-midi, j'allais jouer dans la journée. Et au contraire, j'ai pris du poids, quoi. Au lieu d'en perdre, j'ai pris du poids. Et plus je me regardais, plus je me dégoûtais, en fin de compte. Et finalement, vous avez fait le choix de l'écriture. Vous avez écrit il y a quelques années un livre qui était Je l'ai écrit pour les relations que j'avais autour de moi, qui étaient dans le jeu. Et je me disais, il faut quand même, je ne peux pas aller vers eux et les obliger à se regarder, à voir à quel point il y a la déchéance. Alors j'ai dit, je vais écrire, je vais leur offrir le livre. Et puis voilà, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais finalement, vous avez fait un travail, vous avez fait le choix, vous avez reconnu votre vulnérabilité, vous avez demandé de l'aide, vous avez fait différents thérapeutes, différentes thérapies, donc l'envie de s'en sortir. Et à quel moment vous avez la sensation que vous en étiez sorti? J'imaginais au bout d'1 an de psychothérapie avec le dernier thérapeute, je me suis dit, c'est bon, c'est OK, je vais
c'est terminé. Mais finalement, non, j'ai rechuté un petit peu. Moins, bien sûr, mais je rechutais. Alors, j'ai essayé de comprendre. Alors, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait du kung-fu, j'ai fait un peu de tout, j'ai essayé de la musculation. Je me dis, il faut que je m'occupe l'esprit. Et finalement, j'ai essayé la sophrologie, j'ai essayé un peu de tout. Ça n'a pas marché et je me suis inscrite pour le tai chi. Et le tai chi, ça a été comme, je vous dis, mourir pour renaître. Le bien, le présent. Être dans le présent et tout éliminer. Ça veut dire que le tai chi, donc rappelez-nous ce que c'est un peu. Le tai chi, les mouvements très très lents. Dans les parcs, voilà. c'est Oui, ça. oui, tout à Et fait. c'est fascinant ce que vous êtes en train de dire. Donc d'un coup, en découvrant cette discipline, Oui, ça vous en la inscrit dans le pratiquant. présent. Voilà, Et donc, c'est plus un présent que vous devez fuir. tout à fait. Oui. Il y a une notion de calme intérieur qu'on retrouve. Moi, le yoga m'a beaucoup aidé. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais qui sont vraiment à conseiller pour des joueurs en difficulté. C'est En d'apprendre complémentarité, oui, c'est justement, d'assurer. d'apprendre à trouver un calme intérieur, quoi. Et à être apaisé, donc ne pas avoir de stress à fuir ou d'angoisse, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, ouais, tout à fait. Retrouver son être intérieur. Se retrouver. Ça fait partie des techniques qui sont... Alors ça, c'était votre expérience. Je demande effectivement à Laurent, dans votre expérience à vous de psychiatre, d'addictologue, là on a 3 témoignages formidables parce qu'ils sont authentiques, des gens qui reconnaissent leur vulnérabilité. Ouais. Qu'est-ce que vous notez, avant qu'on parle des méthodes finalement que vous mettez en place dans ces 3 parcours Je note qu'il y a 3 méthodes différentes. Je note qu'il y a 3 histoires différentes et que chacun s'est auto-approprié, en fait, ces espèces de stratégies, on va dire perso, pour essayer de réguler, arrêter ou s'en sortir. Ils n'ont pas fait le mode standard, on va dire, actuel, où les gens vont quand même rapidement maintenant consulter, parce que c'est assez bien étiqueté maintenant, service spécialisé, et on s'occupe des joueurs. Et pour moi, quelle que soit l'addiction, c'est un programme multimodal. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule personne qui va soigner le sujet, c'est plein de personnes. Et les personnes aussi, les sujets malades, peuvent apporter des choses de leur expérience personnelle. Donc, je ne sais pas, tai chi, le yoga, il y en a qui font, je sais pas, du foot, du kung-fu, il y en a qui jouent un peu aux jeux vidéo. Enfin, on voit de tout. Et encore une fois, on va traiter le problème addictif, où l'idée de l'abstinence totale est complètement dérisoire. L'arrêt total du jeu de manière drastique, c'est comme le disait Pierre, c'est une illusion. C'est une illusion inversée. Je veux dire, dans les addictions comportementales, on va être plutôt dans réduire le comportement, reprendre du plaisir et se réapproprier d'autres choses de son propre répertoire social. C'est-à-dire, il y a plein d'autres choses dans notre vie qui vont nous faire plaisir, on va les redécouvrir ou les découvrir. C'est ça le truc. Jouer de manière addictive, avoir du sexe de manière addictive, c'est différent ou manger de manière addictive, c'est différent de je me défonce à la cocaïne, je me défonce aux médicaments, je me défonce, je sais pas, à l'alcool. C'est pas pareil. Là, on va arrêter les substances. Parce qu'il y a vraiment plein de répercussions qui peuvent être graves. Là, sur des comportements, on va dire, de jeu, de sexe, etc., c'est pareil. Ça nous a fait plaisir avant le problème, on va essayer de retrouver ce plaisir. Et moi, je suis tout de suite partisan de... On a stabilisé le comportement, plus ou moins, il faut aller explorer le fond. Donc, par une psychothérapie analytique, après, c'est en fonction de ce qu'on ressent intérieurement, mais c'est important. Le fond, c'est quoi? Pour savoir un peu qui on est et quelles sont les fragilités qu'on porte, c'est ça? Parce que c'est dérisoire de penser que l'addiction, c'est que traiter la substance addictive. On se plante. D'accord. Donc vous venez de nous raconter les uns les autres comment on fait pour s'en sortir quand on tombe dans le piège. Et on a découvert que finalement ça touche les jeunes. Le jeu de hasard peut toucher les jeunes. Et notamment en Belgique. Je vous proposais de voir une campagne finalement de prévention assez originale pour que les jeunes évitent de tomber dans ce piège. On regarde tout de suite ces images. C'est grandiose. Comme si du fin fond de tes tripes, un frisson te montait jusqu'au bout de l'échine. Cette montée d'adrénaline, c'est puissant. Voilà pourquoi on joue. C'est ça qui te rend dépendant. Ce moment d'espoir que quelque chose est sur le point de se passer.
Yoshima, il fout le sport en l'air. Prochaine fois, le double méga. Il est 2 heures du matin et on fait tout pour jouer plus longtemps. Car une seule pensée domine. Il me faut plus de fric parce que je dois jouer. Vincent, peux-tu venir? J'ai besoin de fric. Je vais me donner vos réactions dans un instant sur cette campagne belge pour que les jeunes prennent conscience de ce que c'est l'addiction du jeu. Donc Laurent, notre psychiatre, est parti pendant le sujet. Mes camarades nous ont rejoints, Céline, Luc, Anissé. Vos réactions d'abord. Moi, je m'attendais au pire, parce que les campagnes de prévention, si on est dans le politiquement correct, jouer doit rester un plaisir. Au Québec, vous avez joué peut conduire au suicide sur les machines à sous. Ça n'a aucun effet. Moi, je trouve très, très, très fort, parce Pourquoi que là, on est au cœur du sujet, là. C'est-à-dire, il y a les mots qu'on a entendus tout à l'heure. Hein. Il y a de l'intensité, ouais, on parle de Frisson, adrénaline. intensité, il y a de l'adrénaline. On voit qu'il y a de la tension. Il y a de la tension, il y a de l'intensité. Là, on a plein dans le jeu, D'accord. et du coup, ça met un peu les chocottes, quoi. Hein. Là, on parle vraiment de jeu. Là, c'est un truc pour les joueurs. Un joueur va s'identifier tout de suite. On sait de quoi on lui parle. On lui raconte pas Le d'histoire. frisson, On raconte l'adrénaline. pas d'histoire. On parle du plaisir. Pour moi, franchement, ça donne pas envie. Je vois comment ça se termine. Mais en tout cas, je trouve fort qu'on arrive si bien à décrire ce plaisir dont vous m'avez parlé. Là, ouais, Ce frisson mystérieux, je sais pas comment vous l'appelez, le frisson. La décharge d'adrénaline. Il y a presque une caméra cachée, quoi. Je veux dire, Ouais. Donc c'est fort ce que vous dites dans votre bouche, ça a du poids. Votre sensation quand vous voyez? Alors moi, j'ai bien aimé quand même, parce que bon, les jeunes qui regardent ça, ils doivent dire, mais qu'est-ce qu'on est bête dans ces situations. Qu'est-ce qu'on a l'air con. Qu'est-ce en fait. qu'on risque de devenir, surtout. Oui, oui. Devenir. Ça fait réfléchir. Donc cette campagne, elle consiste en quoi alors du coup? Voilà, c'est une campagne qui vient de Belgique, qui s'appelle Bluff. D'accord. C'est parce qu'en Belgique, en fait, les jeux de hasard, c'est un véritable fléau. En Belgique, il y a 260 000 personnes qui sont interdites de jeu. Pour un pays comme la Belgique. Pour comparer avec la France où seulement 35 000 personnes sont interdites de jeu, sachant qu'en France, on est 6 fois plus de personnes. Bon, on fait des maths vite fait, mal fait, mais il y a énormément, c'est un vrai fléau, d'accord. Et les adolescents sont particulièrement touchés parce qu'en plus, ils jouent beaucoup. On a pu le voir là au début. Des paris Des paris en ligne. Ils sont seuls devant des machines et ils s'isolent et ils deviennent vraiment addicts au jeu. Quoi. D'accord. Et donc, la commission des jeux de hasard de Belgique a décidé de prendre le taureau par les cornes, et elle a proposé ce film, qui est beaucoup plus long, hein, qui est une série de 5 épisodes, en fait, qui dure en tout 37 minutes. Et donc, elle a sorti cette mallette, que moi, je trouve vraiment bien faite. En fait, ça s'appelle Bluff, comme le nom de la série qu'on voit. Et bon, ça montre un petit peu la descente aux enfers. Moi, quand je les ai eus au téléphone, ils m'ont raconté, ce qu'on a montré là, c'est notre quotidien. Parce qu'il y a vraiment des situations qui ne montrent pas et qui vont vraiment beaucoup plus loin, avec des gens qui meurent, avec des choses très. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure quand Laurent était là, ça va jusqu'au suicide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont seuls chez eux et qui jouent en ligne, et ce qui n'était pas votre cas, et qui du coup n'ont pas le regard des autres, et donc vont très loin, et à un moment donné, c'est une impasse. Ça, vous connaissez? À un moment, la porte de sortie, effectivement, c'est le suicide. Et dans la dépendance au jeu, c'est où il y a le plus d'idées suicidaires. Parce qu'effectivement, à un moment, c'est la seule porte de sortie, quoi. Donc une incroyable gravité. Et il y a même des jeunes qui peuvent aller jusqu'à de la prostitution pour récupérer de l'argent, et voilà, quoi. Donc c'est vraiment des cas vraiment très lourds. Alors ils ont sorti cette mallette, et elle est composée de plein de choses. Alors elle est à l'attention des écoles, des lycées, parce qu'on veut vraiment toucher les ados dès le départ. Écoles, lycées, bibliothèques, centres de jeunesse, et aussi des maisons médicalisées, enfin des centres médicalisés qui aident en fait les jeunes qui sont addicts au jeu, hein, vraiment. Et alors, on a à l'intérieur, bon, pour commencer, un livret que je trouve très bien fait, voilà, un dossier, ça s'appelle dossier pédagogique, et on nous explique en fait déjà l'historique des jeux de hasard. C'est vachement intéressant déjà. Moi je joue pas du tout, donc ça m'a intéressé. Et il y a aussi à l'intérieur toutes les pathologies qu'on va pouvoir rencontrer, de l'hyperactivité, des troubles de l'anxiété, des troubles du sommeil, certaines addictions.
qui viennent s'ajouter à l'alcool et à la drogue aussi. Troubles alimentaires. Troubles alimentaires, exactement. Mémoire. Et donc, on va faire de la pédagogie avec ce livre, parce que du coup, les enseignants, les éducateurs, je vous en prie, allez-y, peuvent tout à fait se référer à ça. Il y a le DVD de la série dont on a vu les extraits tout à l'heure. Et puis, il y a aussi, alors ça c'est marrant, il y a une boîte de jeux. Un jeu de société. On va jouer tous ensemble, en fait. On va faire des équipes, il y a des dés, enfin voilà. Jouer de l'argent ? Eh non, justement. Justement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se retrouver, de sortir de son écran et d'arrêter les paris en ligne et ce genre de choses, et de pouvoir jouer, parce que le jeu, avant tout, c'est convivial, il faut que ça reste Naturel. Voilà, que ça soit un jeu égal divertissement. Oui, c'est-à-dire quand on est joueur, vous l'avez dit, c'est une manière d'être. Donc là, c'est d'aller vers un jeu de société plutôt que vers un jeu seul où on joue, Ça, c'est on joue sa vie. un des grands moyens d'une grande thérapie, c'est de jouer autrement. Ah ben voilà. Moi, un de mes plus beaux succès, parce que sur la ligne téléphonique, j'ai quand même beaucoup de joueurs, j'ai une joueuse de machine à sous qui est devenue championne de pétanque. Moi, je trouve ça formidable, si vous voulez. Parce qu'elle a On transformé... garde le goût du jeu, mais pas un jeu dans Voilà, compétition, adresse. Adrénaline. Et donc, elle est restée joueuse, mais jouer autrement. Et donc, c'est bien aussi de Parce que réinculquer que le... Voilà, on pourrait se dire, tiens, c'est dangereux, ils mettent dedans un jeu de cartes tout bête. Mais non, mais on peut se faire des belotes entre nous sans jouer de l'argent et en s'amusant. Donc, retrouver le plaisir du jeu. Et dans ce jeu de société, je pose tout ça en bazar, là, comme ça. Hein. Des petites questions, par exemple, donne 3 synonymes du mot hasard. 3 synonymes du mot hasard. Aléa, incertitude. Aléatoire. Coïncidence. Ouais, chance, le sort, le hasard. Voilà. Pour toi, c'est fastoche, t'as les noms sous le... Non, j'ai pas les réponses. Je l'ai juste en flamand en dessous. Par exemple, à quel âge a-t-on accès au casino en Belgique? Bon, là, c'est pour aussi connaître la loi. Comme nous, ou pas 21 ans. 21. J'allais dire En 21 Belgique, ans, c'est 21 ans, par exemple. Des choses toutes simples. Donne dans l'ordre les combinaisons gagnantes au poker. Vous voyez, on peut se dire, tiens, c'est incitatif. Mais non, c'est pour jouer au poker, mais sainement. Alors, c'est quoi? Poker, vous savez? Il y a C'est paire, les double 4 paire, Non, volant, ça c'est petit, ça. Je connais pas le poker. On va pas ver- Je joue pas au poker. C'est les 4 as. Paire, volant. Ah, dans full. l'inverse. Et full royal. carré, Ou je sais pas quoi, non, la royale. quatre floches Et 4 royales. floches et 4 floches royales. Ne comptez pas sur moi pour vous départager. Alors, D'accord, voilà. Que signifie le terme se refaire? se refaire. Ah, on l'a dit. Voilà. Récupérer ce qu'on a perdu. Récupérer sa mise, voilà. Non, ça Et alors- n'arrive pas souvent. Parce que quand vous gagnez, vous dites, non mais c'était pas prévu dans le budget, il faut que je le perde. D'accord. Et dans le cadre, alors ce qui est marrant aussi, c'est que c'est à l'attention d'enseignants aussi. Et pour que ça soit pédagogique aussi, on donne des cours de probabilité. Ben oui, je jette un dé, quelle probabilité j'ai que ça tombe sur tel nombre, Et J'aimerais bien connaître la réponse là par Moi, contre. c'est pas Oui, ça. non, C'est justement parce que c'est une des raisons pour lesquelles je joue pas, c'est que je suis un peu mathématicien de Eh ben voilà, formation. moi pareil. Et donc, du coup, je me dis, mais non, mais c'est complètement débile, je pourrais jamais y arriver à avoir un... Voilà. En faisant de la probabilité, on se rend compte de la faiblesse, de la chance du gain. Ouais, c'est intéressant parce que le joueur surestime toujours Bien ses sûr. chances de, Bien sûr. de gagner. Mais Voilà. Guylaine, elle dit, mais il y a bien quelqu'un qui va gagner, pourquoi pas moi? Et ben voilà. L'éternel optimiste. Mais après, quand on est un peu rationnel et qu'on commence à faire ses calculs, on se dit, non, mais il y a 2 puissance 257 possibilités que j'ai de gagner, pourquoi ça tomberait, pourquoi la foudre tomberait sur moi? Et pourquoi pas? Voilà, ça, c'est plutôt optimiste. Voilà. Bah super, et donc du coup c'est quoi? Cette campagne, elle a lieu cette année? Alors non, c'est une campagne qui a déjà commencé en 2010, d'accord? Et chaque année, ils la remettent en lumière, voilà. Et en fait, ces valisettes, comme ça, comme je vous ai montré là, ils en ont distribué, c'est gratuit. Ils en ont distribué, la commission des jeux d'hasard en a distribué déjà 3500, mais aussi en France, il y en a déjà 300 qui ont été distribués en France, parce que c'est pédagogique et ça sert à tout le monde. Et ils l'ont traduit en français, en allemand, en anglais et en néerlandais, et c'est à travers l'Europe déjà, et c'est un service public belge qui fait ça. Et moi, je trouve ça formidable. On les Formidable. félicite. En plus, je crois qu'ils ont le projet de faire une journée nationale. Voilà, alors l'idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils insufflent l'idée de créer une journée internationale du jeu pour justement sensibiliser aux dangers que parler peuvent du représenter les jeux de hasard. Voilà, donc ça suit son cours, on verra peut-être qu'il y aura une journée Bon, en internationale. tout cas, une campagne que Je vous vois validez, vous validez. Oui. Ce qui est sûr, c'est que la pédagogie autour du jeu, c'est une voie hyper intéressante parce que le joueur ne sait pas où il met les pieds. Et en tout cas, si on fait de la prévention auprès des très jeunes, c'est de leur dire, bah voilà, il y aura cette adrénaline. Moi, je trouve ça formidable de réussir. Moi, ce qui m'a épaté, c'est d'arriver à voir les émotions sur les visages de ce que vous m'aviez raconté les uns les autres. Parce que c'est de vous imaginer devant
manchot, tout ce frisson dont vous parlez. Et là, on voit bien des réactions et des émotions très fortes, de la compulsion. Ouais, c'est Et donc, je trouve que c'est bien montré. Donc, on peut s'identifier. Après, vous dites, ça peut donner envie à certains. Je suis starbée, hein. Non, vous êtes différentes. Pas pareil. On est comme on est tous différents, d'ailleurs. Alors, Anissé, qui est différent, on est tous différents, on est singuliers. Et on est différents l'un et l'autre parce que moi, j'ai la peur des nouvelles technologies. Lui, il adore les nouvelles technologies. Alors là, je crois que je vais gagner un point. On est d'accord que depuis qu'il y a les nouvelles technologies, c'est encore plus dangereux parce que les gens, finalement, avec Internet, etc., ils peuvent jouer chez eux. Des jeux en ligne, c'est arrivé, ça n'existait pas avant, ça. Non, ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais c'était illégal. Et en France, c'est légal depuis quelques années. Et avant la légalisation des jeux en ligne, il y avait 200 000 personnes qui étaient addicts, qui étaient accros aux jeux en ligne, qui étaient référencés comme, reconnus comme accros aux jeux en ligne. Et il y en avait 400 000 qui étaient, mais juste à la limite, qui étaient prêtes à basculer dans l'addiction aux jeux en ligne. Ça a été légalisé. On a refait la même étude 5 ans après. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? De 200 000, on n'a pas beaucoup bougé, hein, des gens qui étaient vraiment les corps, les gens qui étaient vraiment addicts, ça n'a pas beaucoup bougé, on est passé de 200 à 300 000, pas beaucoup. En revanche, les gens qui étaient prêts à basculer, qui étaient 400 000, sont passés à 1 million. Ça a explosé. Et donc, le gouvernement se dit que c'est beaucoup plus sur toute cette nouvelle population qui est juste à côté, qui peut basculer dans l'addiction, sur laquelle il faut se concentrer, justement faire la pédagogie dont tu parlais tout à l'heure, pouvoir prévoir, essayer d'empêcher qu'ils basculent dans l'addiction. Donc on a une réponse à ce fameux débat de légaliser ou pas légaliser. L'État a fait un site web qui permet de faire le test soi-même pour savoir, alors ça marche un peu comme dans les magazines féminins, vous savez, Est-ce que je suis belle en maillot? Voilà, quel type de fêtard bien sûr que tu es belle en maillot. Quel type de fêtard êtes-vous? Quel type de cuistot êtes-vous? Et donc il y a un test que l'on peut faire, c'est assez ludique, il y a un quiz où on vous pose des questions et à la fin il y a une évaluation de justement sa capacité. Est-ce qu'on est... Alors ça vous avez du mal à lire, mais je vais vous poser quelques petites questions pour voir à peu près comment c'est. Alors à Guylaine. Question à Guylaine pour savoir son niveau question à Guylaine. Avez-vous déjà vendu quelque chose ou emprunté pour obtenir de l'argent pour jouer? Jamais, parfois, la plupart du temps ou presque toujours. Jamais. Jamais. Et il y a une autre question. Avez-vous déjà ressenti que vous aviez peut-être un problème de jeu? Ah ça oui. Et donc on répond comme ça à des questions, je continue. Hein. Des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu et vous ont-elles déjà dit que vous aviez un problème de jeu? Donc il y a plein de questions comme ça qui sont posées. Les réponses de Guylaine. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont critiqué? Bah oui, Jean-Paul. Ok, on continue. On continue. C'est lui, c'est mon... Et ma fille aussi. Vous êtes-vous déjà senti coupable de vos habitudes de jeu ou de ce qui vous arrive quand vous jouez? Non. Alors ça, c'est la particularité de Guylaine. Mais pour le coup, vous auriez répondu oui. Vos habitudes de jeu ont-elles causé des difficultés financières à vous ou à votre mariage? Oui. Voilà. Et donc, il y a 11 questions comme ça, donc c'est assez rapide, hein, tout le monde peut le faire très rapidement. Il y a 11 questions qui sont posées. Une fois que vous avez répondu à ces questions-là, c'est exactement comme dans les jeux féminins, vous avez la réponse. Alors, il y a un petit baromètre, hein, un petit thermomètre. Là, il est orange, bah, vous n'avez pas de problème d'addiction. Ça, c'est toi, ça. Va bien, etc. Mais restez vigilants. Et il y a la version extrême où là... J'ai bien la tête. Ça, c'est moi? Oui, on a répondu aux questions ensemble, donc vous êtes rouge. Hein. Le but de ce site-là, ce n'est pas de justement vous dire attention, il faut aller vous faire soigner. C'est pas un diagnostic comme un médecin. Hein. C'est vraiment l'intérêt, c'est pédagogique dans le sens où ça va vous dire attention, de donner aux gens un point de repère sur ceux qui se posent la question. Et surtout une prise de conscience des risques, parce que quand on va vous dire vous êtes niveau 1, 8, 9, 21, ce qui est intéressant, c'est de lire ce qui est écrit en dessous. Ouais, voilà ce que vous risquez, voilà ce que vous allez apprendre. Le genre, il n'est pas tombé de la dernière pluie, il sait tout ça. Hein. Il sait bien que ça peut le conduire à... Le joueur qui... Après, si vous voulez, je pense que rien ne remplace la parole. C'est-à-dire quelqu'un qui va lui dire bah, « avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, tu payais... Enfin, avant, on partait en vacances. Là, ça va... Voilà, on va engager... Moi, je me méfie un petit peu. On a tendance à privilégier beaucoup de solutions techniques. Et on est sur un sujet humain. Alors, c'est pas au détriment. Là, oui, c'est bien sûr. Parce que, pour le coup, je suis contre la technologie phobique. Mais là, j'ai la sensation que, puisque c'est entre soi et soi, si on répond à ces questions et que d'un coup, ça ouvre l'esprit, après, on pourrait aller vers la parole, demander de l'aide et des choses comme ça. L'Argel l'Argel, c'est justement l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui propose aussi des liens, des numéros de téléphone pour pouvoir diriger après vers des personnes qui peuvent aider. C'est vraiment un point de départ. Et souvent, parce qu'on parle beaucoup de jeux d'argent, de jeux en ligne, mais il y a beaucoup de gens qui jouent aussi avec leur smartphone, il y a des gens qui jouent au casino, il y a plein de types de jeux aujourd'hui qui existent, et les gens n'ont pas forcément conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que les risques sont mis en évidence
dans ce système, et ça permet d'être après guidé vers autre chose. Alors, j'ai été très intéressé quand vous avez dit la technologie, vous y croyez pas trop, vous pensez plutôt le côté humain. Voilà, et donc du coup, c'est bien, ça me met en porte-à-faux avec vous et avec Frédéric, parce que j'en viens tout le temps, le face-à-face. J'en reviens du CES de Las Vegas, c'était début janvier. Le CES de Las Vegas, c'est le salon de l'électronique grand public où il y a tous les gadgets grand public. Ah, tu t'es régalé là. Petits gadgets. Là, t'avais ton adrénaline comme. Moi, j'étais à Las Vegas quand même, la cité du vice où il y a des machines à sous partout, même à l'aéroport, même dans les toilettes, il y a des machines à sous. Moi, je vous ai expliqué que j'arrive pas à jouer parce que je fais la probabilité de jeu et j'y arrive pas. Mais j'ai découvert plein d'outils, des petits gadgets justement qui peuvent aider certains joueurs à ne serait-ce que conserver leur gain. J'en ai un. Le premier, c'est une petite tirelire pour les casinos. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait cette petite tirelire? En fait, dès qu'on gagne de l'argent, on le met dans cette petite tirelire. La clé est restée à la maison, donc on ne peut pas reprendre son argent et rejouer dans la machine. Ça, c'est intéressant, pardon, parce que vous avez tous drôlement bien raconté cette particularité. le regard. C'est que quand on gagne, on va, dans votre cas, vous le dites vachement bien, on va tout rejouer. Oui. Donc là, vous serez capable, vous prendriez la clé avec vous. Ah, mais alors ça, c'est le cauchemar de ce qu'ils appellent les casinotiers, les petits joueurs. Moi, je vois... Non, mais j'ai vu à Menton, quand je fréquentais celui maudit, le vieux, il arrive avec 100 € ou 50 €, enfin, selon ses finances. Il mettait ses pièces, et quand ça tombait dans la gouttière, il laissait. Et il jouait ses 100 € s'il avait décidé. Et tout ce qui était tombé, il le ramassait. Alors, s'il n'y avait que 40 €, il partait avec ses 40 €, comme le même principe que là. S'il avait gagné 200 €, ben, il gagnait ses Donc quelqu'un de 200 €. raisonnable, dans ce monde-là, C'est ce est qu'on vu appelle comme le quelqu'un petit de joueur. petit joueur. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on dénigre ceux qui sont raisonnables. Voilà. C'est des entreprises commerciales, les casinos, hein, donc ils ont tout intérêt à ce que les gens... Bien jouent sûr. beaucoup. C'est aussi Bien simple que ça. Donc là, l'idée, c'est qu'on va avec sa tirelire Avec sa petite et on met tous les gains. Et On on peut laisse même mettre les jetons, hein, parce que parfois on joue avec des jetons. On met des jetons et on se fait rembourser, on se fait transformer les jetons en argent. Mais une fois qu'on est rentré à la maison, donc on n'a pas de tentation de les réutiliser, de les remettre Mais dans quand la vous allez à Monaco, vous mettez le billet dans la machine. Vous tapez ou vous faites le bandit manchot. Il m'en donne un ticket. Ça ne tombe pas. Vous n'entendez pas tintanabuler les petits... Ah bon? Non, cette musique-là, on ne l'entend plus. Elle est agréable pour tout. Et moi, je me suis vu. Ça tournait, je gagnais. Mais je ne savais pas combien je gagnais, parce qu'il faut c'est écrit, appuyer donc. sur le bouton pour que le ticket sorte. Et je continuais, moi, d'un instant, la machine disait, d'accord, ma grande, continue. Moi, je continuais, et puis en bout de course, j'avais plus rien. Oui. Et vous, Mireille, vous comprenez ce genre de choses? Si j'avais été addict au casino, je ne serais pas partie avec une tirelire. Hein. Donc c'est un peu la question qui se pose finalement, c'est que ceux qui ont ce plaisir vont peut-être pas se priver de ce Il y a plaisir. une question de libre arbitre, hein, on Oui. est tous... il faut le décider. C'est malin, parce que souvent les joueurs, quand ils sont en couple, dès qu'ils ont gagné, ils se disent tiens, genre de la moitié que tu gardes dans le sac, on n'y touche pas. Mais, Après, il y a des renégociations. Bah oui, on va dire, ça se trouve, ce truc, si je le fracasse contre un mur, je le casse, je le perds. Oh, mais il faut vraiment y aller. Hein. Attendez, c'est un warrior. Hein. C'est des petites astuces techniques, c'est malin. C'est malin. Allez, j'en ai une autre. Alors ça, c'est pour les acheteurs compulsifs. Les acheteurs compulsifs, c'est ceux qui dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. Alors, on n'est pas forcément dans le jeu d'argent et dans le jeu de casino. Donc, c'est un portefeuille. C'est une addiction, hein, pour le coup. C'est une addiction. Oui, c'est une addiction également. Donc là, on a un portefeuille classique, mais qui est connecté à votre compte en banque. Et donc, quand vous allez commencer, quand vous êtes dans le rouge et que vous voulez encore dépenser, eh bien, la charnière du portefeuille se durcit. Et donc, vous avez toutes les plus grosses difficultés du monde à ouvrir votre portefeuille. Donc ça vous donne le signal que ça commence à partir en vrille. Là, C'est des billets alors qu'il y a dedans. C'est des billets ou des cartes bancaires. Et c'est assez amusant. Bon, c'est un peu gadget. Hein. Mais par contre, qu'on dépense en liquide ou en carte bleue, le portefeuille est connecté au compte en banque? Le portefeuille, il est connecté au compte en banque. Bon, évidemment, le liquide, ça part assez vite. Mais c'est surtout pour éviter les dépenses. Parce que l'avantage quand on joue avec des pièces, on sait quand on n'a plus d'argent, on n'a plus de pièces, on peut plus jouer. La carte bancaire, c'est virtuel. On peut dépenser même l'argent qu'on n'a pas. C'est ça qui est la plus grosse difficulté. Donc, l'intérêt de ne pas pouvoir avoir accès à sa carte bancaire quand on n'a plus de sous, bah, c'est pas plus mal, puisque tout le monde ne fait pas sa fameuse carte de débit. Il y a la carte de crédit qui permet de dépenser plus qu'on a. Il y a la carte de débit, une fois qu'on n'a plus d'argent, on ne peut plus dépenser. Et ben, allez, une petite dernière. Alors ça, c'est pour en ce moment, c'est les soldes. Hein. Les soldes ne sont pas encore terminés. Là, c'est pour l'achat compulsif pendant les soldes. C'est un sac à main
Il existe des versions portefeuille pour les hommes aussi. C'est un sac à main géolocalisé. Il y a un petit GPS à l'intérieur qui détecte que vous êtes dans une galerie marchande. Oh, allez, non. Le mouchard. Si. Il détecte que vous êtes dans une galerie marchande et que comme vous êtes à découvert, et hop, il bloque l'accès au portefeuille. Et donc, on ne peut pas dépenser l'argent que l'on a dès qu'on passe à côté d'une galerie Moi, marchande. j'ai besoin de faire une piqûre d'insuline, machin. Non, c'est truc. que la partie. Mais la mauvaise foi. Comment C'est je la même fais famille C'est que que la Guylaine, en partie fait. portefeuille. C'est que la partie portefeuille qui est bloquée, évidemment. Pas les clés, pas le téléphone portable, etc. Mais c'est cette D'accord. partie-là, cette fermeture, elle est bloquée. Il y a un petit loquet. Cette partie-là est complètement bloquée. On ne peut pas avoir On va mettre les accès. sous dans l'autre poche. Alors, c'est On un va petit mettre les gadget. sous dans notre poche, a dit Guylaine. C'est des petits gadgets, vous savez, c'est un peu comme des applications sur téléphone portable. C'est pour nous aider dans la vie de tous les jours. Hein. Oui, puis c'est des moyens. Tous ces des petits moyens un peu marrants Et ils se pour débloquent, ne pas dépenser l'argent après qu'on la a. boutique. C'est ça. Non, ils se débloquent après ils se débloquent surtout quand vous avez de l'argent dans votre porte-monnaie, dans votre compte. Voilà, la mauvaise Alors foi. là, c'est bon. Céline, Bah justement, je vais continuer sur la prévention pour les jeunes parce qu'on en a parlé et c'était très intéressant parce que tout le monde a des petites solutions. C'est pas et ce qui semble important au départ, c'est de comprendre, c'est de discuter, de pouvoir créer cette parole et d'éviter l'isolement. Donc il y a une web TV qui est née en 2016. donc une série pour Une série pour Internet. Donc l'intérêt d'une série sur Internet, c'est qu'elle touche directement les jeunes parce que c'est un média qu'ils pratiquent au quotidien. Ils l'ont sur le smartphone, ils l'ont sur leur ordinateur. Et ça touche tous ceux qui sont isolés et qui restent chez eux, notamment pour jouer. Et qui s'isolent progressivement de leurs amis, de leur famille et tout ça. Donc Alexandre Lemoine-Cours a créé il est réalisateur et il a créé des petites vidéos. Ces vidéos sont pour les jeunes, par des jeunes. Et je vous propose de regarder une vidéo sur le jeu vidéo qui s'appelle Overgame. Ouais, alors t'en es où, t'as réussi? C'est pas toi qui avais totémisé ton personnage ou franchement, je serais toi, je le totémiserais encore un peu plus. Hein. Ah, mais fallait suivre mes conseils aussi. Ton perso aurait été invincible. Regarde, moi la dernière fois, tu sais, sur la passerelle. La passerelle bleue dans Il les... est 2h du mat, qu'est-ce que tu fais devant ton ordinateur? T'as cru tout permis, c'est ça? Vas-y, c'est bon, lâche-moi. Non, en plus, j'ai appris que t'allais pas en cours. C'est de mieux en mieux, ça. Tu veux que ta mère devienne dingue? Mais elle est H24 sur mon dos, tu veux que je fasse comment? Mais tu parles plus avec nous, tu restes enfermé dans ta bulle, là. Tu crois que c'est comme ça que tu vas y arriver? Tu crois que c'est en saoulant que je vais y arriver? Ah, c'est comme ça que tu le prends? Eh ben alors, pour te montrer qu'on est quand même tes parents, j'arrête la connexion jusqu'à nouvel ordre. Je te confie ton ordinateur et tes consoles. Et la bonne nouvelle, c'est que je t'ai inscrit à l'atelier Café Philo. Et que t'as pas le choix. Tu sais, Nico, c'est pas moi qui passe les examens cette année. Ouais, désolé, c'est mon père, il est à l'ouest. Il a jamais rien compris à ma vie, de toute façon. Mais tu restes combien de temps devant ton écran? Bah, tant que j'ai pas acquis tous mes pouvoirs, j'y reste. De toute façon, je fais rien de mal. Tu passes combien de temps, toi, dans ton ordinateur? Bah, dès que je rentre des cours, je fais mes devoirs, puis après je joue. Et puis le week-end, après mon sport, puis le dimanche, je reste avec ma mère. Voilà. C'est juste une question d'organisation. D'ailleurs, je vais aller me coucher, je suis fatigué. Demain, j'ai cours, ok? Ok, y a pas de souci, non, je comprends. Bah, à demain alors, on se rejoint sur la base. Je reste un peu, j'ai pas fini. donc c'est l'addiction aux jeux vidéo. Oui. Est-ce que vous avez eu des adolescents qui étaient concernés? Alors là, celle-là est percutante. Elle me plaît. J'aime beaucoup votre avis. Alors, donc, vous avez des adolescents concernés autour de vous ou pas du tout? Mes petites filles. Encore une de mes petites filles qui a 17 ans. Elle est un peu addicte quand même. Enfin, addicte, non, pas addicte, je dirais pas addicte. Mais elle est souvent, trop souvent, à Ça a mon beaucoup de goût, place sur dans sa vie. l'ordinateur. Bon, en tout cas, des dialogues très réalistes. Oui, et c'est ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est les jeunes maintenant. Oui. C'est-à-dire cette banalisation, à quel moment c'est de l'addiction, à quel moment c'est banal, quand est-ce qu'il faut réagir en tant que parent, on est complètement démunis, on ne maîtrise pas ça forcément très bien, c'est à quel moment c'est trop, quand est-ce que le jeune dérape et tombe vraiment dans plus avoir d'amis, plus les voir à l'extérieur, plus aller en classe, avoir des problèmes de mémoire, de sommeil, d'alimentation, qui peuvent amener plein d'autres addictions, parce que c'est une addiction comme une autre, et on sait que quand on développe un penchant addictif, on peut le décliner dans toutes les addictions. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeunes, c'est des comédiens amateurs, c'est pour ça que c'est très réaliste, et c'est une équipe vraiment scientifique qui met en place
les programmes. Donc c'est un comité avec des médecins, des pédopsychiatres, des psychiatres et des acteurs de terrain. Donc, par exemple, on a des personnes qui s'occupent sur le terrain de la Croix-Rouge notamment, qui gèrent le centre d'addiction, qui vont définir les petites vidéos qui vont être tournées et ils vont aller recruter les jeunes amateurs qui vont tourner dans ces vidéos. Il y a eu 60 000 vues sur cette vidéo Hypergame. Voilà, donc c'est beaucoup, c'est une toute nouvelle web-série. Pour l'instant, il n'y a que ça, que des petites vidéos à destination des jeunes. Elles sont toutes extrêmement percutantes. Il y en a sur l'alcool, il y en a sur des jeux vidéo particuliers, des jeux de voiture notamment les jeux en ligne beaucoup. Et très bientôt, et moi c'est ce qui m'intéresse, il va y avoir en septembre 2017 un espace pour les parents. Parce que par exemple, vous voyez votre fils qui a les yeux rouges, qui passe ses nuits comme ça, comment vous réagissez? Est-ce qu'on interdit? Est-ce qu'on met en place un dialogue? C'est quoi nos outils? Et alors justement, c'est la question qui se pose à tous ceux qui sont confrontés à ça. Et dans cette web-série, il y a des propositions de solutions? Il y a des propositions de solutions et surtout, ça permet, c'est vraiment un film pour les jeunes, donc une petite vidéo pour les jeunes, ça permet d'en discuter en famille. On peut le regarder quand on a un doute avec son enfant. On peut lui passer le film et après, ça génère une discussion. Il n'y a pas de morale à la fin. Il n'y a pas de morale à la fin. Il y en aura une très bientôt parce qu'il y a cet espace parents qui va voir le jour où les parents pourront avoir des outils, poser des questions et connaître les écueils dans lesquels ne pas tomber. Il y a également il y aura une partie pour les professionnels parce que c'est quand même donc, le comité scientifique des médecins. Ouais, c'est encadré, quoi. C'est très encadré. Et ce que tu nous as pas dit, c'est où on la voit? On la voit, ça s'appelle Ose TV. Pardon, Ose TV, ça veut dire oser demander, O-Z-E TV, oser demander, Ose TV vous répond. Et les experts, je pense aux médecins, par exemple, en zone rurale, où on n'a pas forcément tous les outils pareils pour répondre à une addiction aux jeux vidéo, un parent qui s'inquiète, il va pouvoir également se connecter sur un espace pro très bientôt sur cette Web TV pour avoir des indications, pour pouvoir correspondre, en tout cas discuter avec d'autres personnels de la santé pour avoir des réponses. L'addiction aux jeux vidéo et l'addiction aux jeux d'argent, c'est pas tout à fait pareil. Parfois, ça se rejoint. Notamment aujourd'hui, tous les achats intégrés qu'il y a dans les jeux mobiles, les jeux sur téléphone portable, ce sont des jeux qui sont gratuits. C'est la grande mode en ce moment. Le jeu est gratuit, mais pour progresser dans le jeu, au moment où on est bloqué dans le jeu, pour progresser plus vite, il faut payer. Au moment où on est addict, là, on n'a plus le discernement. Et là, on est obligé, on suscite l'intérêt. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que les gens qui fabriquent ces jeux-là, ce sont des gens on travaille souvent dans les casinos. Donc, ils gèrent la frustration du joueur. C'est très mathématique. Ils vont gérer la frustration du joueur jusqu'où on peut aller pour le bloquer suffisamment pour que, là, il est frustré, donc il joue encore parce qu'il ne faut pas effrayer tous ceux qui vont, ce jeu m'énerve. Mais donc les laisser comme ça s'approcher au maximum, et à ce moment-là, il a envie de payer. Et aujourd'hui, les gens dépensent parfois des sommes importantes, parce que c'est 99 centimes, 99 centimes, 99 centimes, et ça s'accumule comme ça, et c'est souvent $1, parce que c'est virtuel, encore une fois, il n'y a pas les pièces qui tombent, il n'y a pas le portefeuille, et on voit dans la surprise à la fin du mois en disant « Oulala, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et souvent, ça peut être aussi la carte bancaire des parents. Quand il n'y a pas de contrôle, c'est la carte bancaire des parents qui récupère, qui se met à payer tout. En tout cas, quelque chose qui paraît ordinaire, banal, de voir des jeunes sur le jeu vidéo, on se dit, c'est pas ma génération, etc. Mais quand on sent qu'il y a une addiction, c'est compliqué de trouver les mots, il y a souvent un dialogue de sourds. Exactement. Et donc l'idée que ce soit fait par des jeunes pour les jeunes, c'est intéressant. Et c'est la Midelka, donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives, qui finance entièrement cette TV. C'est une association à but non lucratif qui va être développée et à destination de tous, parents, ados et professionnels. Merci les camarades. Je remercie mes invités pour votre franchise, votre authenticité, le fait de pouvoir reconnaître ses erreurs et puis ce souci de transmission. Et on rappelle, Pierre, que vous dites, moi je suis au bout d'une ligne téléphone, comment on fait pour vous joindre si on veut vous appeler? C'est quoi la ligne pour vous? Numéro vert. Et j'ai un site internet qui décortique aussi justement cette passion à jouer. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le jeu, c'est une activité qui a toujours existé ou presque, qui existera toujours, qui est effectivement risquée, grisante. Voilà, c'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi. Pour votre confiance. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite sur France 2. À très vite. Three little birds sat on my window.
La distance est terrible. Elle nous tient tout le temps au courant en disant « mais vous inquiétez pas, je vais y arriver, je vais porter l'enfant ». Et moi, je pleure derrière mon téléphone. J'avais un cancer de l'utérus, donc pour moi, c'était un deuil de ce désir d'enfant que j'avais depuis plusieurs années. Comme je suis américaine, la solution pour les femmes qui veulent toujours un enfant, c'est la gestation pour autrui. Knowing that there are other women who are incapable of having that experience and that I had the power to give that to them, that makes me feel alive and powerful and proud.